Bonjour et bienvenue sur Mémoire numéro 4. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous faisons la connaissance de deux amis, Yuto et Naji. Ils sont de nouvelles recrues de l'OKF, la force de suppression des autres. Leur cérémonie d'intronisation est sur le point de commencer et Yuto est le visage des nouvelles recrues. Yuto est le fils de Joshimeraji, le président de New Imuka. New Imuka est le nom de la nation et Joe en est le fondateur. Le frère aîné de Yuto s'appelle Keto et il est le commandant suprême de l'OSF de New Imuka. Tout le monde est surpris que le fils d'une personnalité aussi importante que Joe ait décidé de rejoindre les Gardiens écarlates et de combattre en première ligne. Avant la cérémonie, l'alarme retentit et autres attaques. Deux des meilleurs de l'OSF, le général Karen et Spring, neutralisent la menace sans aucune difficulté. Peu après, Yuto et Naji rejoignent les autres nouvelles recrues dans le hall pour leur cérémonie d'intronisation. En fait feignant, Naji et Yuto remarquent deux filles, Kazan et Naomi Rambal. Il semble que les deux soient sœurs jumelles. Naji est déjà tombé sous le charme de Naomi au premier regard. Quelques instants plus tard, Keto entre dans le hall pour prononcer le discours de bienvenue. Il souhaite la bienvenue à la fois à la brigade des éclaireurs et à la brigade des cadets. La brigade des éclaireurs possède naturellement des pouvoirs psioniques exceptionnels, tandis que les brigades des cadets forgent leurs psioniques à travers l'entraînement. La mission de l'OSF est de combattre les ennemis, appelés les autres. Ils savent peu de choses sur les autres, si ce n'est qu'ils descendent de la ceinture d'extinction dans la stratosphère. Il exhorte les recrues à accomplir leurs devoirs avec assiduité. Après que les recrues ont quitté le hall, Naji et Yuto s'assoient pour discuter. Yuto révèle qu'il a été sauvé des autres lorsqu'il avait 5 ans. C'était une femme qui faisait la leur partie de l'OSF. Yuto est encore en train de raconter cela lorsque Naji l'interrompt. Il y a fait des découvertes au sujet de Naomi. D'après le rapport qu'il a sous les yeux, il s'avère que les parents de Naomi et Kazan ont été tués par les autres lorsqu'elles étaient enfants. Les Randan ont alors adopté les deux sœurs. À l'âge de 12 ans, Naomi a été repérée par l'OSF et a intégré le programme d'entraînement. Maintenant, dans le vestiaire des femmes, on voit aussi Naomi et Kazan en train de discuter. Kazan confie à Naomi qu'elle a de nouveau fait le reste des fils rouges. Elle ne sait pas du tout ce que signifie ce mais elle s'inquiète de devoir protéger Naomi au cas où elle serait affectée au même peloton. Plus tard, Yuto et Naji tombent sur Anabi, l'ami d'enfance de Yuto. Anabi fait partie de la brigade des éclaireurs, ce qui explique pourquoi ils ne se sont pas croisés auparavant. Après cela, ils sont dirigés vers le peloton Seto, où ils serviront sous les ordres du commandant Seto. Le pouvoir psionique de Seto est l'électrokinésie. Une nouvelle recrue se présente alors. Le pouvoir d'Anabi est la pyrokinésie. Le pouvoir psionique de Magie est l'aérokinésie. Le pouvoir psionique de Yuto est la psychokinésie. Les membres actifs se présentent également. Tsugemi et Kajiro sont les membres actifs du peloton. À peine ont-ils terminé les présentations que l'alarme retentit pour les informer que les autres sont en train de descendre à un endroit précis. Les pelotons reçoivent l'ordre de se déployer immédiatement et d'engager les ennemis. Wataru, dont le pouvoir psionique et la télépathie, sera responsable des communications. En arrivant sur le site d'engagement, Seto ordonne à Yuto et Naji de rester en arrière pendant qu'ils affrontent les ennemis avec les autres. Le peloton Kyoka arrive également sur le lieu. Kazan et Naomi servent dans le peloton Kyoka. Yuto et Naji attendent toujours de nouvelles instructions lorsqu'ils se rendent compte qu'un enfant est en danger. Le duo n'hésite pas à partir à la poursuite de l'enfant. On leur ordonne de rester en arrière et d'attendre du renfort, mais le duo répond que l'enfant pourrait être mort d'ici là. Yuto et Naji affrontent l'autre, mais comme ils sont encore débutants, ils paraissent maladroits. Yuto parvient à mettre l'enfant en sécurité, mais le duo a toujours du mal avec l'ennemi. C'est alors que Naomi et Kazan arrivent pour les soutenir. Le pouvoir psionique de Naomi est la précognition, et celui de Kazan est la psychokinésie. Kazan et Yuto parviennent à vaincre les autres. Les auteurs se transforment en sorte de pétales lorsqu'ils sont vaincus. Après cela, on nous présente Arashi, dont le pouvoir est hypervélocité. Il y a aussi Luka Taver, qui est le petit frère de Karen. Luka et son frère possèdent tous les deux des pouvoirs de téléportation. Luka informe les nouvelles recrues qu'ils ont perdu 2 soldats de l'OSF pendant la bataille. Leurs quêtes ont disparu parce que les autres consomment le cerveau humain. Plus tard, les recrues sont félicitées pour leur excellente performance lors de leur premier jour. Ensuite, Naomi et Kazan décident de passer un gros moment puisqu'elles sont en congé pour la journée. Pendant ce temps, Yuto et Naji ont décidé de quitter l'établissement pour la journée. Yuto soupçonne que la soldate de l'OSF qui l'a sauvée était Kazan. Il soupçonne qu'elle a peut-être subi une suppression de croissance, mais Naji n'est pas convaincu. Prenons un instant pour expliquer comment fonctionnent les pouvoirs psioniques. Nous avons tous un pouvoir incroyable dans notre cerveau. Grâce à ce pouvoir, les citoyens peuvent se connecter au Sénat et faire toutes sortes de choses. Ils peuvent faire des achats, rechercher des informations et recevoir des messages. Il y a des personnes dotées de pouvoirs supérieurs, appelés psioniques. Ce sont les gardiens écarlates qui servent dans l'OSF. Peu après, Naji et Yuto arrivent au mausolée Tsuneraji.
Sumeragi était un héros qui a sauvé l'humanité de l'anéantissement et il est le perturbateur de New Inuka. Il est aussi l'ancêtre des Yuito. Ils sont surpris de trouver Naomi et Kazan au mausolée. Elles sont là pour récupérer des bâtis. Elles ramassent les bâtis et lorsqu'elles les ouvrent, elles ne s'attendent pas à ce qu'elles vont découvrir. Nagi, Yuito et Kazan ont tous de la malchance, tandis que Naomi est la seule à avoir de la chance. Naomi récupère alors leurs papiers et les attache aux siens. De cette façon, elle pense que sa chance m'éteindra sur leur malchance. Pendant ce temps, Keto est allé informer son père que la force régionale de Serran prépare quelque chose. Le président lui demande alors s'il a des nouvelles de son frère. Je révèle qu'il ne lui a pas parlé depuis la cérémonie d'intronisation. Il ne veut pas que les gens pensent que Yuito bénéficie d'un traitement de faveur. Dans la scène suivante, Yuito et les autres recrues se rassemblent pour une session d'entraînement conjointe entre les pelotons. Le premier peloton a attrapé le drapeau au centre de l'arène remporte la manche. L'entraînement commence et Kazan s'en prend délibérément à Yuito. Elle sait déjà que Naomi s'intéresse à Yuito. Elle veut savoir si Yuito est un bon parti pour sa sœur et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de l'affronter. Pendant le combat, Naomi confie à Nagi que son pouvoir lui permet de voir quelques secondes dans le futur. Kazan ne retient pas ses coups face à Yuito et finit par faire perdre la partie à son équipe. L'équipe de Yuito a remporté la session tandis que celle de Kazan a perdu. Arashi a dormi pendant tout le combat. Elle ne se comporte même pas comme quelqu'un qui possède la super vitesse. C'est la personne la plus paresseuse des OSR. Après la séance d'entraînement, Kazan s'approche de Yuito et le félicite. Elle dit que Yuito arrive à garder la tête froide et cela l'impressionne. Cependant, elle veut encore en savoir plus sur Yuito. À ce moment-là, Yuito reçoit un message de son père. Le président le félicite pour son intégration à l'OSF. Il lui dit de trouver un moment pour dîner afin que lui et son frère puissent venir le voir. Le père de Yuito lui parle de leur famille et de sa bicentenaire. Soudain, l'alarme retentit, l'ennemi se rassemble à un certain endroit. Des pelotons se dirigent vers le site. Ils doivent entrer sur le site par le système de ventilation. Les communications avec le QG seront à sens unique à cause de la faible altitude. Ils entrent dans les tunnels et commencent à affronter les Woprans à rien de temps. À ce moment-là, les soldats perdent complètement la communication avec le QG. Ils sont désormais livrés à eux-mêmes. Les équipes sont bientôt attaquées par un autre géant. Il faut un effort commun pour tuer les autres. Cependant, Naomi et Nagi se retrouvent coincés sous les décombres pendant le combat. Naomi communique avec l'équipe et les informe qu'une autre vague des autres approche. L'équipe Tarla a dégagé Naomi et Nagi des décombres. Kazan est heureuse de retrouver sa sœur et commence à s'approcher d'elle. À ce moment-là, Naomi se rend compte que quelqu'un essaie de tirer sur Kazan. Au moment où l'inconnu tire, Naomi se jette sur sa sœur pour la sauver. Elle est soulagée de voir que sa sœur est saine et sauve. L'atmosphère change brusquement lorsque tout le monde réalise que la balle a en fait traversé la poitrine de Naomi. Un liquide rouge commence à couler partout et Naomi s'effondre au sol. Une forme cristalline commence à se former autour de son corps. La substance blanche finit de se développer à l'intérieur de Naomi et elle se transforme en autre. Kazan essaie encore de lui parler, mais l'autre la projette au sol. Les types attaquent l'autre, mais Nagi reste à genoux, complètement perdu. Soudain, deux hommes apparaissent et utilisent une magie de téléportation pour emmener la Naomi transformée loin d'ici. Tout le monde dans la grotte essaie encore de comprendre ce qui se passe lorsque le général Fubuki arrive. Il dit à l'équipe de ne révéler à personne mes détails de ce qui s'est passé. Il leur demande d'indiquer dans leur rapport que Naomi est morte au combat. Kazan n'est pas prête à accepter cela. Elle essaie de s'enfuir de la scène, mais Karen apparaît et la met hors d'état de nuire. Fubuki quitte les lieux et demande au capitaine Gema de s'occuper du reste. Avant de quitter les lieux, Yuito aperçoit quelques bouteilles de marque par terre et il les prend discrètement sans en parler à personne. Plus tard, Kazan se réveille dans son lit. Elle reçoit un message de sa mère la tenant pour responsable de la mort de Naomi. Elle sort de sa chambre et tombe sur Karen. Karen lui dit que ce sont les Serrans qui ont emmené Naomi. Ce sont les seuls qui peuvent rendre à Naomi sa forme humaine, dit-il. Il veut que Kazan lui fasse confiance, mais il est peu probable que Kazan le fasse après le coup que Karen a monté. Karen dit à Kazan de ne pas chercher Naomi et de ne parler à personne de ce qui vient de lui réveiller. Elle pourrait être en danger si elle le faisait. Karen part en disant à Kazan de ne pas faire confiance au nouveau Unicon. Après sa conversation avec Tarem, Kazan retrouve Yuito et lui raconte tout ce que Karen lui a dit. Yuito montre alors à Kazan l'ampoule qu'il a trouvée plus tôt. L'ampoule porte la marque de Serran. Kazan avait déjà vu quelque chose de similaire chez elle. Elle demande à Yuito de garder tout cela entre eux. Yuito révèle alors que Nagi a été hospitalisé depuis la dernière bataille. Il explique que Nagi a toujours été son seul ami et la seule personne m'avait traité comme quelqu'un de normal.
Plus tard, on voit Gemma, Karen et d'autres personnes en réunion pour discuter de la manière de détruire la nation. Peu après, une alerte annonce qu'une énorme vague d'autres va attaquer l'autoroute de Kunad. Les civils ont été évacués en prévision de la bataille. Alors que les soldats se mettent en marche, Naji surgit de derrière et leur dit de la pendre. Yuito est surpris de le voir sortir de l'hôpital aussitôt. Naji paraît plus amical qu'avant et il ne fait même pas semblant que Naomi lui manque. Quand Yuito lui demande des nouvelles de Naomi, Naji répond que Naomi est morte. Yuito voit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Naji, car il ne se souvient pas que Naomi s'est transformée en autre et qu'elle n'est pas morte. Ils arrivent bientôt à l'endroit où ils sont censés trouver les autres, mais il n'y a aucun signe de l'ennemi. Seto demande à Wataru une mise à jour, mais le signal est brouillé et l'équipe ne parvient plus à communiquer. Soudain, il lève les yeux et voit Gemma ainsi que d'autres soldats de l'OSF les encercler. Ils sont déconcertés et demandent à Gemma ce qu'il est en train de faire. Gemma accuse Seto d'être impliqué dans une sorte de recherche horrible. Seto n'a aucune idée de ce dont Gemma l'accuse. À ce moment-là, Lucas arrive et propose d'apporter son soutien à l'équipe pendant leur fuite. Mais tout tourne mal lorsque son frère fait également son apparition. Lucas tente de se battre contre Karen, mais son frère semble avoir une longueur d'avance sur lui en matière de combat. Karen est surnommé le mangeur de cerveau car il peut copier les pouvoirs des autres et les utiliser pour lui-même. Gemma affirme que la nation leur a menti et qu'il faut la détruire. Pendant ce temps, Naji souffre d'un violent mal de tête. Lorsqu'il reprend ses esprits, Naji semble être une personne totalement différente. Un combat éclate rapidement entre les deux factions et il semble que Naji ait changé de camp. Il affronte Kazan et Yuito à y tout seul. Seto et Gemma se battent également l'un contre l'autre. Seto essaie de comprendre pourquoi Gemma a décidé de trahir ses camarades. D'un autre côté, Yuito hésite à se battre contre son ami car il sait qu'il agit bizarrement depuis son retour de l'hôpital. Naji continue d'affirmer que Naomi est morte. Kazan essaie de raviver sa mémoire et de lui rappeler que Naomi a été transformée en autre, mais Naji n'arrive pas à s'en souvenir. Naji commence à créer une tornade puissante qui attire l'attention de presque tout le monde sur les lieux. Naji attaque ses amis avec une puissante rafale beurre, mais Seto parvient à la neutraliser. Seto dit que le niveau de puissance de Naji est anormalement élevé. Seto se place entre Yuito et Naji. Seto lui dit qu'il regrettera ses actes s'il tue Yuito, donc il ne peut pas le laisser faire. À ce moment-là, Naji attaque Seto avec une puissante vague d'air que Seto parvient à contrer. Sans qu'il ne s'en rende compte, Naji prépare déjà une autre série d'attaques dans son dos. Seto est pris au dépourvu et Naji parvient à le blesser mortellement. Seto réussit tout de même à courir jusqu'à Saito et lui assène une décharge à la tête pour l'assommer. Soudain, un portail s'ouvre dans le ciel et commence à aspirer tout ce qui se trouve sous le cercle. Yuito et Kazan sont aspirés dans le portail. Gemma essaie de retenir le corps de Saito, mais la force du portail est trop puissante. Le corps de Saito est également aspiré, et Gemma commence à se sentir coupable des décisions qu'il a prises. Gemma et le reste de l'équipe auraient aussi été aspirés, mais Lucas arrive juste à temps pour les sauver et les éloigner. À l'intérieur du portail, Kazan et Yuito se demandent toujours ce qui se passe lorsqu'une paire de fils rouges apparaît et retient Kazan. Yuito commence soudainement à tomber du portail pour revenir au sol. Yuito ouvre enfin les yeux lorsqu'il arrive au sol et voit ses amis autour de lui. Gemma est également heureuse de voir que Yuito est toujours en vie et il s'excuse pour son erreur. Pendant ce temps, le SEMA est aussi hors service et personne ne peut y accéder. Yuito et l'équipe se dirigent vers un abri à proximité. À l'abri, Gemma commence alors à expliquer les raisons de ses actes. Elle explique que le nouveau gouvernement d'Imuka vise à instaurer une surveillance centrée sur la capitale, Suo. Ils ont mené des examens médicaux pour trouver des personnes adaptées à utiliser. La croissance des personnes sélectionnées est réprimée afin de maintenir leur pouvoir psionique. Gemma croyait que tout cela était fait pour vaincre les autres, donc il n'y voyait aucun problème. Cependant, le programme ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à travailler sur le programme de réhabilitation de la personnalité. Tous ceux qui ont participé au programme ont commencé à agir comme des personnes différentes. Gemma dit qu'il est possible que leur personnalité ait été manipulée. Tout cela a été fait sur ordre du gouvernement. Gemma pense que la personnalité de l'AG a également été modifiée à cause de la façon dont il se comportait. Gemma raconte ensuite à l'équipe qu'il a appris que Saito menait des recherches inhumaines. Gemma regrette d'avoir cru Karen plutôt que son propre ami. Gemma sait désormais que Karen a un autre objectif. Il ne cherche pas seulement à s'opposer au gouvernement, il y a autre chose en tête. Peu de temps après, des rapports indiquent qu'un grand nombre d'autres ont envahi la ville. Le système de défense est actuellement hors service et il n'y a aucun moyen de s'occuper des ennemis. La Haabaki, qui abrite le Sénat, est hors service. Plus tard, Kazan se réveille près de l'autoroute de Kuno. Son peloton est avec elle. Elle commence à se demander si tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Elle regarde autour d'elle et se rend compte que l'autoroute et tout le reste sont détruits.
Gemma et le reste de l'équipe se dirigent vers la ville pour affronter les autres. Alors qu'ils sont en train de se battre, Wataru les contacte et leur annonce que la force régionale de Serran a encerclé le Puget. Il semble qu'un coup d'État soit en cours. Il paraît que Karen prévoit de prendre le contrôle du gouvernement. Karen est maintenant avec les Sarans. C'est alors que Yuto réalise que son père devra être destitué avant que Karen ne puisse prendre le contrôle du gouvernement. Yuto refuse d'aller au QG pour voir son père. Il est resté avec son équipe pour combattre les autres. À présent, au QG, Keto commence à réfléchir à des moyens de faire sortir le président du bâtiment. Cela va poser un gros problème, car Karen connaît toutes les issues du bâtiment. Keto est alors informé que l'emplacement actuel du président est inconnu. De retour en vie, Yuto est encore sous le choc et ne comprend pas pourquoi Karen trahit l'OSF. Karen a toujours été considérée comme la star de l'OSF, et le peuple l'adore. Yuto est convaincu que son père est forcément au courant de tout ce qui se passe. Quelques instants plus tard, le général Fubuki arrive, et l'équipe l'informe que Saito a été tué au combat. Fubuki ne semble pas être de veille avec Karen. Il décide de prendre l'équipe sous son aile. Fubuki ordonne à Yuto et au reste de l'équipe de se rendre au QG et de chercher le président. Il veut qu'il trouve le président et les autres membres du conseil pour assurer leur sécurité. Il dit que le président et les autres membres du conseil se dirigent vers un abri, mais que le coup-pac a été perdu. Il demande à l'équipe d'avancer avec prudence, car tous les membres de l'OSF ne sont pas de leur côté. Pendant ce temps, Hirito s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Kajiro, Kyoka et de son peloton. Quelques instants plus tard, tout le système de diffusion est rétabli. Karen utilise le système de diffusion pour informer les citoyens et tous ceux qui regardent de ses plans pour renverser le gouvernement. Il accuse le gouvernement d'utiliser le Sénat pour espionner les citoyens. Il ne croit pas que le gouvernement ait l'intérêt du peuple à cœur. Il affirme que le gouvernement a toujours éliminé tous ceux qui se sont opposés à lui. Ils ont commis toutes sortes d'injustices, et il veut y mettre fin avec l'aide de ses rangs. Yuito et son équipe rencontrent bientôt les autres. Gemma dit à Yuito que le titre va affronter les auteurs. Il doit les laisser et partir à la poursuite de son père. Yuito trouve un soldat de l'OSF qui l'oriente vers la direction que son père a prise. Yuito se souvient du premier jour où il a parlé à son père de son intention de rejoindre l'OSF. Son père est peu inquiet car ses capacités de chenique étaient faibles. Il se souvient ensuite du jour où son père l'a félicité d'avoir réussi à intégrer l'OSF. Tous ces souvenirs servent d'inspiration à Yuito, qui tranche férocement les ennemis devant lui. Yuito parvient enfin à l'abri où son père se dirigeait. Il voit les corps des personnes tuées par les autres gisant sur le sol. Il entend un cri au loin et s'y précipite pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, le président est sur le point d'être attaqué par un odeur lorsqu'un agent inconnu de l'OSF arrive pour le sauver. Yuito arrive quelques secondes plus tard et voit Kazan debout au-dessus du corps sans vie de son père. Elle tient un couteau à la main. La scène nous ramène alors au moment où Kazan s'est réveillé sur l'autoroute de Kuno. Kyoga lui dit que Yuito a disparu. Kazan et son peloton décident de retourner en ville pour découvrir ce qui se passe. Ils arrivent en ville pour découvrir qu'elle n'est plus fonctionnelle. La ville est en ruine, ce qui les plonge dans la confusion. Ils pénètrent dans un centre de recherche détruit. Kazan aperçoit des ampoules par terre et les reconnaît comme étant du même type que celles que Yuito lui avait montrées. Elles portent également des marques de serrant. Soudain, Karen apparaît derrière eux et attrape la tête de Kazan. Il absorbe une partie de son pouvoir et s'enfuit. Ils sont surpris que Karen soit venu voler le pouvoir de Kazan, car il est capable d'utiliser la psychokinésie depuis des années. Arashi se lance à la poursuite de Karen, mais elle le perd de vue. Le peloton ne peut pas se permettre de s'occuper de Karen pour l'instant. Ils décident de poursuivre leur enquête dans la ville. Ils tombent rapidement sur un homme masqué portant un chapeau de samouraï. Il attaque le peloton avec son épée. En jugeant par sa technique, sa puissance et le bâti qu'il possède, Kazan lui demande s'il est Yuito. L'homme masqué arrête son assaut lorsqu'il en pense un. Il demande alors s'il parle à Kazan. Ils sont surpris lorsqu'il mentionne les noms de chaque membre du peloton. Tarashi parvient à comprendre ce qui se passe. Elle demande à l'homme masqué s'ils sont en de Nuhan, mais il leur répond que non. Ils sont dans le futur, c'est-à-dire en 2070. Kazan est choqué d'apprendre cela. Ils n'ont aucune idée de la façon dont ils se sont retrouvés dans le futur. Il semble que l'homme soit vraiment Yuito, mais il est désormais aveugle. Cela ne le freine pas, car il paraît même meilleur qu'à l'époque où il avait ses 2 yeux. Le Yuito du futur explique alors à Kazan que le portail est responsable de leur voyage dans le temps. Le véritable pouvoir de Kazan n'est pas la psychokinésie, mais la grazikinésie. Sa capacité à manipuler les dimensions ne s'est manifestée qu'en apparence sous forme de psychokinésie. Yuito affirme que Kazan possède le pouvoir de voyager dans le temps. Il ajoute que le pouvoir des Fils Rouges lui appartient. Yuito raconte ensuite qu'après la révolte de Kahem, les nouveaux émirs ont décidé de faire de lui leur nouveau héros. Son père a été tué.
Et Cassan a été accusé du meurtre. Après cela, la violence entre Suo et Serran s'est aggravée. Avec le temps, le portail crée une porte qui s'est maintenue en utilisant le pouvoir énergétique des Yuto. C'est parce que le pouvoir des Yuto est similaire à celui de Kazan. En bref, il est lui aussi capable de voyager dans le temps. Les pouvoirs de Yuto et de Cassan ont résonné ensemble pour créer le portail, qui a ensuite donné naissance à la porte. Yuito révèle que la porte menace désormais l'existence du monde entier. Yuito supplie alors Cassan de le tuer. Il veut aussi qu'elle retourne à son époque, il y a 50 ans, et qu'elle tue le Yuito de cette époque. Yuito explique que les Fils Rouges sont capables d'activer le voyage dans le temps et qu'ils sont liés aux émotions. Il révèle que son père a lancé une expérience qui a créé la substance capable de transformer les humains en autres, tout comme Naomi. Il a repris les recherches de son père à la mort de ce dernier. Ce sont les raisons pour lesquelles il doit mourir afin de préserver l'humanité. Yuito demande à Cassan de le tuer, mais Cassan a du mal à s'y résoudre. C'est alors que plusieurs autres arrivent sur les lieux. Yuito les avait déjà appelés afin qu'ils puissent le tuer si Cassan refusait. Il se jette sur Nico et le tue. Submergé par l'émotion, Cassan active les Fils Rouges et remonte le temps jusqu'en 2001. Cassan reçoit des informations de Harika indiquant que la ville est sur le point de sombrer dans le chaos. Cassan espère que le futur est désormais différent, puisqu'elle a une idée de son fonctionnement. Elle arrive au moment où Karal fait l'annonce du coup d'État. Cassan aperçoit Kajiro au loin et décide de le suivre. Kajiro entre dans l'abri du conseil, mais Cassan le suit. Elle trouve rapidement le président baignant dans sa propre sauce tomate. Cassan demande alors au président s'il sait vraiment comment Naomi a été transformée en autre. Il répond que oui. Quelques instants plus tard, Yuito du présent trouve Cassan debout au-dessus du corps de son père. Cela nous explique comment Cassan s'est retrouvé à être celle qui se tenait au-dessus du corps du président. Yuito demande à Cassan ce qui est arrivé à son père, mais Cassan ne répond pas et s'en prend directement à Yuito. L'équipe de Yuito arrive, et Cassan bat en retraite en réalisant qu'elle est en infériorité numérique. Elle tombe sur Kajiro à l'extérieur du bâtiment. Il dit qu'il essaya de sauver les membres du conseil, mais apparemment il a échoué. Cassan retrouve également sa section. Cassan et son équipe s'assoient pour une réunion afin de décider de la marche à suivre. Ils se demandent s'ils doivent tuer Yuito ou non. Ils doivent le tuer s'ils ne veulent pas que le monde soit détruit. C'est alors que Karen apparaît et dit qu'il cherchait Cassan. Pendant ce temps, Keton a été informé que les travaux de récupération d'Ahabaku sont désormais terminés. Plus tard, Gemma informe Yuito et les autres qu'ils ont pu retrouver la trace de Cassan auprès de la section Kyoka. Ils pensent que Cassan et la section de Kyoka sont également de mèche avec Karen. Il semble que Yuito ait enfin compris que son père et son frère étaient impliqués dans des affaires louches. Peu de temps après, Yetip se rend compte que le Sénat est de nouveau en ligne et qu'ils peuvent désormais communiquer entre eux. Il semble que les rebelles aient été repoussés. Yuito reçoit un appel de son frère, lui demandant de venir au QG. Keto dit que la nation a besoin d'un héros et que Yuito est la meilleure personne pour cela. Ce qu'exactement ce que Yuito du futur essayait d'empêcher. Il voulait que Cassan tue Yuito pour qu'il n'accepte pas l'offre de devenir le héros. Yuito et son équipe arrivent au QG pour discuter avec Keto. Keto les informe que la moitié de l'OSF a fait défection pour rejoindre Serran. Il a pris la décision de former un nouveau peloton Inuka. Yuito sera le chef du nouveau peloton, annonce-t-il. Cela choque Yuito, mais il n'a aucun moyen de s'y opposer. Ils sont convaincus que Cassan et le peloton Kyoka ont assassiné le président. Après la discussion avec son frère, le peloton de Yuito remarque qu'il ne se sent pas bien. Il n'arrive pas à déterminer ce qui ne va pas chez lui, alors il lui suggère d'aller voir un médecin pour comprendre ce qui ne va pas. De son côté, Karem a organisé un nouveau peloton OSF à Serran. Il informe tout le monde que Cassan dirigera les nouveaux pelotons. Kafan et son peloton ont accepté de rejoindre Karem, car il leur a dit que New et Mika menaient des recherches inappropriées. Ils ont mis au point un moyen de transformer les humains en autres. Karen a informé Cassan que Naomi se trouve actuellement à Serran et qu'ils ont un moyen de l'aider. C'est la principale raison pour laquelle Cassan a accepté de rejoindre Serran. Le peloton de Kyoka a également accepté de rejoindre Serran. On découvre ensuite que les hauts responsables de Serran pensent que Cassan a tué le président. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de faire d'elle leur héroïne. Le portail gravitationnel continue de brandir et il est dit qu'il est en train de se transformer en une porte géante. Cassan se souvient de tout ce que le Yuito du futur lui a dit. Un jour, la porte deviendra assez grande pour engloutir le monde. Karen demande à Cassan de lui raconter tout ce qu'elle voit dans le futur. Cassan est surprise que Karen sache qu'elle est allée dans le futur. Elle lui raconte ce que son lui du futur lui a dit, et ce n'est pas grand-chose. Cassan demande où Serran retient Naomi, mais il refuse de lui dire. Karen dit qu'elle n'a pas l'autorité pour visiter leur installation de recherche. Cassan est sur le point de faire un scandale à ce sujet quand Arashi arrive, et Karen s'en va. Après une bêtard, Arashi lui dit de ne pas faire d'histoire. Elle doit jouer leur jeu, et ils trouveront un moyen de chercher Naomi par eux-mêmes.
Kazan est heureuse et soulagée car Hachi soit prête à l'aider. Dans la scène suivante, Yuto rend visite au médecin. Le médecin l'examine et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il souffre simplement de stress, ce qui provoque une confusion temporaire de la mémoire. Un peu de repos et des médicaments l'aidant. La section de Yuto vient prendre de ses nouvelles et lui demande comment il va. Yuto apprend à la télévision qu'il a été choisi comme héros national. Après cela, Hanabi suggère qu'il fasse une visite de l'hôpital. Hanabi voit une fan qui est stupide, cherchant son chemin. Les Jid sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir de lutte. Tout est organisé autour du Sénat, donc les Jid ont généralement des difficultés à s'orienter. Hanabi emmène le raté à ce qu'elle demande. En revenant, elle voit deux médecins en train de sortir Naji du centre de neurologie de l'hôpital. Elle retourne auprès de la section pour les informer de ce qu'elle a vu. Sugemi utilise ses pouvoirs pour l'hôtel IV Magie. Naji est emmené dans une camionnette et transporté hors de l'hôpital. Il se dirige vers la ville de Lakusho. La ville a été détruite par les autres il y a des années, mais il y avait un ancien hôpital au récef à cet endroit. L'équipe soupçonne qu'ils se dirigent vers cet hôpital et décide de les suivre. Ils arrivent bientôt à l'hôpital. Ils voient la camionnette, mais il n'y a aucune trace de qui que ce soit, y compris Naji. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'aventurer dans l'hôpital et de fouiller les lieux. En entrant dans l'hôpital, les scientifiques à l'intérieur reçoivent un avertissement signalant la présence d'intrus. Personne n'est censé être ici, disent-ils. Yuto et son équipe arrivent dans une salle et sont attaqués par un groupe d'autres. Ils parviennent à éliminer toutes les menaces. Pendant ce temps, Kazan et son peloton sont proches du portail. La croissance de la porte augmente soudainement de 5%. Kazan se souvient de ce que le Yuto du futur lui a dit. Le pouvoir de Kazan et de Yuto est responsable de l'ouverture de la porte. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a soudainement brandi lorsque Kazan était à proximité. De retour dans le hall, Yuto et son équipe trinquent les otaires et ils se retrouvent face à face avec Naji. Naji ressemble davantage à lui-même maintenant. Il n'est plus comme le Naji psychopathe d'avant. Il semble qu'il ait conscience de ce qu'il a fait, mais il est rongé par une intense culpabilité. Yuto lui demande de venir avec eux, mais il refuse. Il dit que les médecins ont trafiqué son cerveau et qu'il peut soudainement perdre le contrôle à nouveau. Juste à ce moment-là, un groupe d'autres apparaît et entoure l'équipe. Naji leur dit de partir et qu'il retiendra les autres. Yuto n'est pas prêt à abandonner son ami, mais Naji insiste. Il dit que des médecins pourraient les capturer et les transformer en autres. Yuto n'est toujours pas prêt à laisser son avis. Mika prend les choses en main et fait sortir tout le monde sauf Naji. Naji reste seul pour affronter les otaires. Ils sortent de l'hôpital et Yuto réprimande Luka de les avoir fait sortir. Luka dit que Yuto ne réfléchit pas clairement. Ils doivent partir immédiatement car ils viennent d'apprendre un secret Beka. Soudain, une horde d'otaires surgit et encercle à nouveau l'équipe. Pendant ce temps, Naji a réussi à éliminer tous les otaires tout seul. Il s'allonge par terre, épuisé. Les médecins se tiennent au-dessus de lui et révèlent leur satisfaction que l'expérience qu'ils mènent sur lui fonctionne. Ils l'emmènent et l'attachent de nouveau à la chaise pour poursuivre leur expérience. Yuto et son équipe parviennent à éliminer les otaires et à s'échapper des lieux. Ils atteignent leur planque. À leur arrivée, le général Fubuki est contacté pour les informer que le gouvernement est au courant de ce qui s'est passé. Le gouvernement prévoit maintenant de les éliminer. Il révèle que le gouvernement a enlevé Naji et a décidé de le laver le cerveau parce qu'il a été témoin de la transformation de Naomi. Il a pu protéger les autres d'un sort similaire parce qu'il avait juré de les surveiller. Naji avait déjà été en mer avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Fubuki explique que le gouvernement utilise l'hôpital comme centre de recherche. Ils ont développé une substance qui transforme toute forme de vie en une autre lorsqu'elle est exposée. Il fait partie du système parce que le gouvernement le tient à l'aise. Fubuki dit à l'équipe de rester sur place jusqu'à ce qu'il leur donne de nouvelles instructions. Yohakroshi dit à l'équipe de poser à Luka toutes les autres questions auxquelles ils veulent des réponses. Luka révèle que tout a commencé lorsque Fubuki s'est fiancé à Alice Ishijo. Alice était la fille de l'ancien directeur de l'hôpital OSF. Un incident s'est produit qui a transformé en odeur, mais il a été rapporté qu'elle était morte au combat. Fubuki et Karen ont commencé à enquêter et ils ont pu découvrir tout ce que le gouvernement avait fait. Yuito se demande si son père et son frère étaient au courant de tout. Luka répond qu'ils sont au cœur de toute cette affaire. Plus tard, on voit Fubuki rendre visite à Keto. Ensuite, Kazan et son équipe arrivent à l'installation de recherche de Serran. Ils parviennent à s'introduire dans l'établissement, mais ce qu'ils découvrent les surprend. Cela ressemble plus à une usine qu'à un centre de recherche. Ils ouvrent l'une des caisses à l'intérieur de l'usine et découvrent qu'elle est remplie d'ampoules, les mêmes que celles du jour où Naomi s'est transformée. La famille Rambal possède les industries Rambal, et cela pourrait avoir un lien avec eux, pense l'équipe. Soudain, ils sont attaqués par un groupe d'autres, mais ils parviennent à s'échapper vers une autre section de l'usine. Alors qu'ils avancent dans le couloir, Kazan commence à entendre la voix de Naomi via le Brentok.
Ils parviennent à localiser la pièce où elle se trouve. Ils ouvrent la porte et voient Naomi, qui est désormais un autre géant. C'est une scène émouvante où le duo communique à larmes. Naomi dit à l'équipe que les gens de l'usine l'ont bien prêté. Elle veut que Kazan parte et l'oublie. Elle explique que les médicaments contenus dans l'ampoule sont responsables de son calme et de sa capacité à communiquer. Les médicaments commencent à ne plus faire effet et l'équipe doit partir immédiatement. Kazan ne veut pas abandonner sa sœur et Naomi devient soudainement agressive lorsque le médicament cesse d'agir. Elle attaque Kazan, mais Karen arrive juste à temps pour lui administrer le médicament et la calmer à nouveau. Karen fait sortir l'équipe de là. Elle explique à l'équipe qu'ils essaient de trouver un moyen de rendre à Naomi sa forme humaine. Pour cela, le pouvoir de Kazan sera nécessaire. Il leur dit de rester sur place jusque-là. Ils exigent de savoir de quoi est composé le médicament et il leur dit « Mais nous ne l'apprenons pas encore ». De son côté, Fubuki vient voir l'équipe. Il leur dit qu'il a réussi à convaincre Keto. Cependant, l'équipe doit faire attention à ne pas attirer de nouveau l'attention. Fubuki s'en va et un représentant de l'hôpital vient donner à Yuto ses médicaments de l'hôpital. Il ouvre la boîte et elle contient les mêmes ampoules que celles de l'établissement de Serran. Les médicaments sont accompagnés d'instructions indiquant que Yuto doit les prendre lorsqu'il sent que son état s'aggrave. Yuto et son équipe partent inspecter un endroit où des déserteurs ont été signalés. Pendant ce temps, Fubuki et son équipe ont prévu de s'unir pour corriger les erreurs de la nation. Karen a travaillé en dehors du gouvernement tandis que Fubuki agissait de l'intérieur. Fubuki dit à l'équipe de poursuivre leur mission pendant qu'ils cherchent un moyen de s'infiltrer davantage dans le gouvernement. Fubuki a également demandé à laisser passer pour Haramiati. Il dit à Kepo qu'ils vérifient le système pour s'assurer que tout va bien. Yuito et son équipe sont toujours à la recherche des déserteurs lorsqu'ils sont attaqués par les autres. Pendant le combat, la tête de Yuto commence soudainement à lui donner l'impression qu'elle va exploser. L'équipe a dû l'éloigner du milieu du combat. Yuto se sent étrange et il harmonne des choses incohérentes. Au même moment, le scientifique qui surveille le portail gravitationnel remarque qu'une force extérieure agit sur celui-ci. Alors que le combat contre les Others s'intensifie, Yuto n'a d'autre choix que d'utiliser l'ampoule. Ses pouvoirs augmentent soudainement en flèche et son corps se sent plus énergique. Avec un seul coup d'attaque, il est capable d'éliminer tous les autres adversaires. Après le combat, ils apprennent l'existence de 2 camions enregistrés auprès de la force régionale de Serran. Watari scanne les camions et indique qu'ils viennent de Togetsu. Togetsu est en quelque sorte une zone autonome, et c'est de là que vient Kajiro. Ils décident de suivre les camions. Plus tard dans la nuit, ils fouillent les camions dans l'installation où ils sont garés. Lucas trouve une caisse qui contient quelque chose de suspect. Ils ouvrent les caisses et elles contiennent des cerveaux humains. Ils décident d'aller plus loin dans l'installation. Ils trouvent un scientifique et la sonnent pour récupérer sa carte d'accès. Ils entrent dans l'une des salles et elle contient une multitude de caisses renfermant des cerveaux humains. Yuito trouve également les ampoules à l'intérieur de la pièce. Les drogues sont fabriquées par Springs Pharmaceuticals. Soudain, l'alarme se déclenche. Il s'avère que Kazan et son équipe se trouvent dans la même installation. Kazan pense que Yuito et son équipe sont sur leur qui. Les 2 équipes se retrouvent face à face. Yuito demande à Kazan si elle sait ce que c'est l'installation, et elle répond que oui. On apprend alors que les ampoules contiennent une substance fabriquée à partir de cerveaux humains. Elle aide à stimuler les cerveaux xioniques. Il s'agit d'une opération conjointe entre la famille Barashi et Serra. Yuito se sent trahi et dit que Kazan a vraiment tué son père si elle a participé à tout ce qui se passe dans l'installation. Il semble que les 2 nations a des choses absurdes en cours. Un combat éclate entre les 2. Kazan dit à Yuito qu'elle ne peut pas sauver sa sœur sans l'aide de la drogue. Alors que la bataille s'érage, Arashi ouvre la porte de l'installation pour permettre à Yuito et son équipe de s'échapper. Après leur départ, Kazan va voir Naomi. Naomi est très triste car elle vient d'apprendre de quoi est faite la drogue. Elle dit à Kazan qu'elle n'en veut plus et qu'elle est prête à renoncer à la vie. Kazan ne veut pas perdre sa sœur, mais Naomi se coupe du réseau de communication cérébrale. Plus tard, Yuito et son équipe atteignent une planque où ils doivent attendre Fubuki. Fubuki arrive rapidement pour dire à l'équipe qu'il a déjà informé le gouvernement de l'existence de l'usine d'ampoules. C'est un moyen pour lui de gagner davantage la confiance du gouvernement, car l'usine appartient à sa famille. Peu après, les scientifiques remettent à Kyoto les relevés du cerveau de Yuito ainsi que ceux de la porte de Kunad. C'est une correspondance parfaite et ils parviennent à déduire que le pouvoir de Yuito a un lien avec la porte. Plus tard, Fubuki explique à l'équipe que c'est lui et Karen qui ont convaincu Serran de construire le centre de recherche. Ce qu'est une tentative pour sauver Alice. Alice est toujours dans le centre. Il leur annonce ensuite qu'il prévoit de récupérer les données de mémoire de Najid et de les transmettre à toute la nation via Arabaki. Yuito et son équipe doivent à nouveau infiltrer l'hôpital pour tenter d'obtenir les données de mémoire de Najid. De retour à Serran, Karen appelle Kazan et son équipe.
Il les réprimande d'avoir laissé Yuito et son équipe s'échapper. Il annonce ensuite à Kazan que Naomi a refusé de prendre les médicaments et qu'elle ne changera pas d'avis. Il informe Kazan qu'il détient des informations qui pourraient l'intéresser. Ensuite, Yuito et son peloton arrivent à l'hôpital. Pendant ce temps, le frère de Yuito essaie de le joindre. Keto commence à avoir des soupçons et il se souvient que Fubuki était venu demander une carte d'accès pour Arabaki. Yuito et son peloton poursuivent leurs recherches dans l'hôpital. Ils cherchent une section qui pourrait servir de centre de stockage. Yuito se souvient comment Naji s'est sacrifié pour eux la dernière fois qu'ils sont venus à l'hôpital. Ils y pensent encore lorsque Naji apparaît au loin. Naji semble avoir de nouveau perdu la tête. Pendant ce temps, Fubuki a été convoqué par Keto. Il envoie des gardes pour le trouver et l'escorter. De retour à l'hôpital, Naji attaque Yuito et son équipe. Pendant le combat, Yuito commence à se sentir à nouveau étourdi. Cela donne à Naji l'occasion de le saisir et de lui mettre une lame sous la gorge. À Serran, Kazan et son peloton ont été informés que Yuito a un lien avec la porte de Kunad. Kazan dit à son peloton qu'ils doivent tuer Yuito s'ils ne veulent pas que le monstre prenne fin. Cependant, Kazan reste pleine de doutes. Elle espère qu'il existe une autre solution. Ensuite, Yuito se réveille dans un laboratoire. Il est attaché à une chaise et les scientifiques présents dans la pièce le considèrent comme un sujet d'expérience. Le docteur dit qu'il a déjà rencontré Yuito. C'était il y a environ 11 ans. Yuito n'en a aucun souvenir et le docteur ajoute cette information à ses données. Le docteur mentionne également qu'auparavant, Yuito était arrêté. Cependant, certains tests ont été effectués sur lui afin qu'il puisse acquérir ses capacités de sunnite. Yuito n'a également aucun souvenir de cela. Yuito n'est pas attentif à tout ce que dit le docteur car il s'inquiète pour ses avis. À ce moment-là, nous, Fubuki et les amis de Yuito, entrons dans la pièce. Fubuki a libéré l'équipe de Yuito de leur captivité. Il leur dit qu'il possède le programme pour transmettre les flux à la nation. Ils doivent aller à Arabaki. Les autres commencent à se rassembler, et en même temps, Wataru les informe que l'OSF sait déjà que Yuito et ses amis sont là. Fubuki donne à Yuito le code Bekfed dont ils ont besoin pour entrer à Arabaki. Fubuki reste en arrière et se porte volontaire pour affronter les autres. Yuito et son équipe sortent de l'installation et trouvent Karen sur place. Il s'est occupé de garde à l'extérieur. Il dit à Yuito qu'il est désormais un homme recherché dans la nation. Il propose à Yuito de rejoindre Serran, mais celui-ci refuse. Yuito dit que les deux nations sont devenues folles. La seule option qui lui reste est d'aller à Togetsu. Togetsu est une île indépendante, donc il ne peut pas être atteint si trop. Karen donne une ampoule à Yuito car il en a besoin pour survivre. Karen les quitte pour aller aider Fubuki. De son côté, Kazan et son équipe envisagent également d'aller à Togetsu. Yuito et son peloton atteignent leur planque pendant que la chasse à l'homme contre Yuito se poursuit en ville. Wataru les a également rejoints. Yuito propose qu'ils aillent à Togetsu. Cependant, il s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de Fubuki depuis qu'ils ont quitté l'ancien hôpital de l'OSF, craignant que Fubuki ait été capturé. Yuito et son équipe évaluent leurs options et ils sont tous d'accord pour aller à Togetsu. Au même moment, Kazan et son peloton ont décidé de rendre visite à Yuito. Kazan pense qu'il y a des informations à Togetsu qui pourraient aider Naomi. Elle est prête à saisir la moindre chance de sauver sa sœur. Arika restera sur place pour surveiller l'installation et donner à l'équipe d'autres mises à jour nécessaires. Avant de partir, Kazan dit au revoir à sa sœur. Elle y promet de trouver un moyen de la sauver. Dans la scène suivante, il voit Fubuki sur un lit d'hôpital. Karen est à ses côtés. Karen l'a sauvé avant qu'il ne soit submergé à l'hôpital. Le duo parle d'Aïs, et Fubuki dit qu'elle lui manque. Elle n'était pas faite pour l'armée, mais elle a rejoint quand même. Il semble que le trio se connaisse depuis très longtemps. Karen quitte la chambre avant que Fubuki ne puisse parler davantage d'Alice. Peu après, on voit Kazan et son équipe en route pour Togetsu. Ils arrivent à un point où ils n'ont pas d'autre choix que d'abandonner le camion et de continuer à pied. L'environnement est recouvert de neige, et il semble que le temps soit également très ride. Ils continuent à marcher, et après un moment, Kajiro dit à l'équipe de ne pas abandonner, car ils sont maintenant plus proches de Togetsu. Soudain, le temps empire. Ils regardent devant eux et voient un autre fait de pièces se dresser devant eux. Ils les attaquent, mais Arashi parvient à gérer l'ennemi toute seule. Cela les surprend, car il n'y avait eu aucun rapport concernant un autre fait de glace. La tempête de neige qui les perturbait disparaît également. Cela signe que l'autre était responsable du mauvais temps. Quelques instants plus tard, ils arrivent à Togetsu. Kajiro fait demi-tour et s'enfuit. Il n'est pas prêt à retrouver ses compatriotes. Des émissaires sortent pour accueillir Kazan. Kazan est surprise qu'ils la connaissent par son nom. Ils la considèrent également comme leur trésor, ce qui déroute encore plus Kazan. Elle n'a jamais eu d'affiliation avec la foi ou la religion de Togetsu, donc elle ne comprend pas ce qu'ils veulent dire en la qualifiant de trésor. Les émissaires sont vêtus de blanc, si bien qu'on ne peut ni voir leur visage ni savoir à quoi ils ressemblent. Les émissaires informent Kazan qu'elle est originaire de Togetsu. Niu Mika l'a enlevé à cause de ses immenses pouvoirs tionites.
Ils proposent de tout révéler à Kazan, tout ce qu'elle souhaite savoir. Cependant, ils veulent qu'elle soit seule. Kazan refuse et affirme que son peloton doit entendre tout ce qu'ils ont à dire. Les gens de Togetsu disent à Kazan qu'ils n'ont pas d'autre choix que de recourir à la force. Soudain, Kazam et ses amis réalisent qu'ils sont encerclés. Ils capturent Kazam et son équipe. Au cours de la lutte, le visage de l'un des émissaires s'ouvre et l'équipe est choquée de découvrir Kyuka sous le masque. Elle s'excuse pour ce qui se passe, puis elle endort Kazan. Kyuka dit qu'ils ont désormais le cerveau qui gouverne les fils rouges. Elle ajoute que l'autre est en route. Plus tard, Yuito et son équipe arrivent à Togetsu, où ils sont accueillis par des émissaires de la ville. Ces derniers expriment leur enthousiasme d'avoir Yuito parmi eux. Alors que Yuito et son équipe pénètrent vers la ville, Yuito est surpris d'être aussi bien prêté. On dirait qu'il y connaissent déjà. Tsudumi surveille tout ce qui se passe grâce à ses pouvoirs. Wataru est également à la planque et il les surveille lui aussi. Yuito et son équipe sont conduits dans une pièce où on les laisse seuls. Annie est posée sur la table, et lorsque Yuito essaie de l'ouvrir, une version holographique de Kyuka apparaît juste devant eux. Elle est présentée sous le nom de Kyuka Eden. C'est un humain de synthèse créé par Togetsu. Ils sont conçus pour avoir l'apparence et les pouvoirs que leur créateur désire. Kyuka a été modelé d'après la chercheuse en psionique, mais Dr. Itoyo Pok. Itoyo est décédé il y a environ 2000 ans, à la même époque où Yuimika a été fondée. L'équipe a décidé de se renseigner sur Yuimika, car cela pourrait contenir des informations dont ils ont besoin. L'hologramme de Kyuka leur parle alors de Yuimika. Elle explique que la ville a été fondée il y a 2020 ans par le peuple de l'Arc. Le peuple de l'Arc est un groupe d'immigrants venus de la Lune. L'ordinateur leur explique que la Terre est devenue inhabitable il y a 3000 ans. Des gens ont alors été envoyés sur la Lune pour y vivre. 1000 ans plus tard, certains immigrants ont été envoyés sur Terre pour voir si elle était de nouveau habitable. Les personnes qui sont descendues sur Terre sont le peuple de l'Arc. Cela indique à l'équipe qu'il est possible qu'il y ait encore des gens sur la Lune. Actuellement, il n'existe aucun moyen de contacter la Lune à cause de la ceinture d'extinction. La ceinture n'existait pas lorsque les immigrants sont descendus sur Terre autrefois. Cela signifie que la ceinture est apparue après l'arrivée des immigrants sur Terre. Les autres ne sont pas apparus en même temps, dès plus tard, après l'apparition de la ceinture d'extinction. La section veut en savoir plus, mais l'ordinateur les informe qu'ils n'ont pas accès au système d'aide qui détient les informations qu'ils recherchent. Ils réalisent alors que leur prédateur vient en réalité de la Lune. Après cela, ils demandent à IA ce qu'elle sait sur la porte Kunad. IA explique que la porte est un quasi-trou noir qui est apparu dans le ciel. Le trou continuera de grandir jusqu'à engloutir la Terre. IA révèle ensuite que le pouvoir psionique d'Ichio est lié à ce trou. C'est un choc pour Ichio et la section. Après avoir quitté la pièce, Yuito dit à ses amis qu'ils s'intéressent à Babe. Ils ont besoin d'IA et Babe s'ils veulent en savoir plus sur les autres. Alors qu'ils en discutent, un responsable municipal arrive et leur propose de les emmener voir Babe. Babe est l'ordinateur de la ville et il contrôle tout dans la cité. Pendant ce temps, Kajiro a réussi à s'infiltrer dans la ville. Il découvre que Yuito et son équipe sont en ville. Dans la scène suivante, Kazan dort lorsqu'elle se souvient comment tout a commencé. Elle vivait à Togetsu quand elle était encore enfant. Sa mère lui a été enlevée à cause des expériences qui étaient menées sur elle. Elle se réveille et se retrouve dans une pièce verrouillée. Quelques instants plus tard, il m'apporte des vêtements à Kazan. Soudain, les responsables sont mis hors d'état de nuire. Kajiro se révèle après avoir neutralisé la menace. Il dit à Kazan qu'ils doivent partir car Togetsu est bien pire qu'il ne le pensait. Je informe également Kazan que Yuito et son peloton sont en ville. C'est une mauvaise nouvelle pour Kazan. Elle sait désormais que Togetsu s'intéresse à ses anneaux rouges. Il est possible que Yuito possède les mêmes pouvoirs aussi. Ils doivent retrouver leurs amis et les sortir de l'endroit où ils sont retenus. Ils parviennent à contacter Arashi et Shidin, mais ils n'arrivent pas encore à joindre les autres. D'un autre côté, Yuito et son équipe sont arrivés à l'endroit où Babe est retenu. Le responsable de la ville laisse le peloton dans la pièce afin qu'ils puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas contacter Wataru, mais ils commencent à paniquer. Ils aperçoivent un autre livre sur la table. En touchant le livre, rien ne se passe, contrairement à la fois précédente. Soudainement, Yuito ne peut plus bouger son corps. Kazam arrive à l'entrée de la pièce où Babe est retenu. Elle utilise la transmission cérébrale pour découvrir que Yuito est à l'intérieur de la pièce. Elle déduit aussi que quelque chose ne va pas. Yuito et son équipe ne peuvent plus bouger leur corps. Kazan dit à Yuito de retirer ses mains de l'ordinateur. Cela demande à Yuito tous ses efforts pour y parvenir. Il détruit l'ordinateur pour libérer le reste de son peloton. Yuito et son peloton sont surpris de découvrir que Kazam se trouve à Togetsu. Elle leur explique que Togetsu est à leur poursuite, allée à Yuito. Elle leur demande ensuite de l'aider à retrouver Arashi et le reste de son peloton.
Ils s'enfoncent plus profondément dans l'installation et parviennent à retrouver Arashi et les autres. Ils rencontrent quelques résistances, mais réussissent à passer outre. En combattant les ennemis, Yuito remarque que l'un d'eux ressemble à Kazan. Elle est probablement l'un des enfants désignés. Kazan et son équipe parviennent à sortir de l'installation. Ils tombent sur Kyoka, qui leur dit qu'ils ne peuvent pas les laisser s'échapper. Kyoka affronte l'équipe et celle-ci a du mal à y tenir tête. Elle les bête, mais soudain, elle reprend ses esprits. Elle se lamente sur le fait qu'elle agit comme le pape. L'un des membres de Togetsu apparaît derrière et explique que le pape est celui qui a conçu Kyoka. C'est la raison pour laquelle Kyoka agit selon sa volonté. Tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent visait à conduire Kazama Togetsu. Kazan commence alors à parler à Kyoka. Elle essaie de la convaincre qu'elle peut faire ses propres choix et ne pas suivre ce pourquoi elle a été programmée. Les paroles de Kazan touchent Kyoka, qui laisse alors tomber ses armes. Elle s'excuse pour les choses qu'elle a faites et qui ont blessé les titres. Kyoka dit à l'équipe qu'elle veut toujours rester avec eux et protéger Kazan de son plein gré. L'équipe l'accepte, ce qui la rend heureuse. L'équipe promet de gérer son autre personnalité si elle refait surface. Alors qu'ils sont en plein milieu de cette discussion, ils apprennent que le peloton de Yuito s'en est également sorti. Kazan veut les rejoindre une Gyakuma. Quelques instants plus tard, les deux pelotons se retrouvent. Kazan dit à tout le monde qu'elle n'essaie plus de tuer Yuito. Elle veut tout lui expliquer pour éviter tout malentendu. De son côté, Yuito pense aussi que Kazan n'est pas celle qui a tué son père. Kajiro conduit alors les équipes jusqu'à sa planque. C'est l'endroit idéal pour qu'ils puissent discuter. Yuito demande alors à Kazan de lui expliquer pourquoi elle a essayé de le tuer. Kazan explique alors comment elle a voyagé dans le futur et rencontré le Yuito du futur. C'est lui qui a supplié de tuer Yuito. Le pouvoir de Yuito affecte la porte et il faut la refermer avant qu'elle ne détruise le monde. Cela attriste Yuito car il se voit comme un raté, mais son équipe balaie cette idée de son esprit. Le peloton de Yuito révèle alors qu'ils ont vu quelqu'un qui ressemblait à Kazama Togetsu. Elle fait partie des enfants de la conception et il est possible que Kazan en soit une aussi. Kazan ne le nie pas et elle révèle qu'elle a effectivement été créée, mais que son air lui a été enlevé. Après cela, Yuito raconte au peloton de Kazan d'où vient l'humanité. Il demande à Kyoka d'apporter plus de précision sur le sujet, puisqu'elle a encore quelques souvenirs du pain. Avant qu'elle ne puisse commencer à expliquer, elle se tourne vers Kajiro et lui demande qui il est. Kajiro révèle alors à tout le monde qu'il faisait partie des immigrants qui ont atterri sur Terre il y a environ 2000 ans. En réalité, le bâtiment dans lequel il se trouve n'est pas une planque, mais un vaisseau spatial. Ailleurs, une fois Keto prend la décision de réaliser les souhaits de sa famille en utilisant Yuito comme un outil. Dans un autre endroit, Karen parle aussi du fait qu'il ne peut pas échouer à nouveau. Il dit qu'il doit réussir cette fois-ci. Kajiro explique qu'il est arrivé sur le vaisseau depuis la Lune il y a 2000 ans. Il connaît même le père fondateur, Yakumo, qui est l'ancêtre de Yuito. Après son arrivée, il a été plongé dans le sommeil. Alors qu'ils sont encore en train d'en discuter, l'OSF arrive et les attaque. Cependant, ils parviennent à s'échapper et une équipe de poursuite est envoyée à leur trousse. L'équipe est divisée en groupes pendant l'affrontement. Kazan et Yuito se retrouvent ensemble. Yuito essaie d'éviter un combat avec l'OSF car il ne les considère pas comme de véritables alliés. Alors que Kazan et Yuito traversent les montagnes, Yuito utilise le Brain Talk pour communiquer avec Kajiro. Il commence à l'interroger sur tout ce qu'il sait. Kajiro révèle que Yakumo était un leader joyeux qui rassemblait tout le monde. La Terre a commencé à prospérer et très vite, de plus en plus d'immigrants sont arrivés. Cependant, le programme a été abandonné plus tôt que prévu. C'est parti, s'est passé quelque chose sur la ligne, disent-ils. Kazan veut en savoir plus sur ce que dit Kajiro. Kajiro décide alors de leur raconter toute l'histoire. Après leur arrivée sur Terre, ils sont restés en contact avec la Lune. Peu de temps après, une comète est passée près de la Lune et a fait pleuvoir une substance étrange. Les gens sur la Lune ont commencé à se transformer en monstres et autres. Toute forme de vie qui entrait en contact avec cette substance était transformée en notaire. Le gouvernement de la Lune nomme cette substance les particules. Il décide de détourner les particules vers la Terre pour protéger la Lune. C'est ainsi que la ceinture d'extinction a été créée. En gros, ceux de la Lune ont choisi de sacrifier ceux de la Terre pour rester en sécurité. Après cela, Kajiro n'a aucune idée de ce qui est arrivé à ceux qui sont restés sur la Lune. Il ne sait pas s'ils ont survécu ou non. Peu de temps après, tout le monde se regroupe. Ils commencent à descendre à pied dans un tunnel pour atteindre le pied de la montagne. Leur véhicule blindé les attend là-bas et ils s'en approchent à pied. Soudain, un autre géant surgit du sous-sol. Ils l'attaquent, mais rien ne semble fonctionner. Le groupe n'a pas d'autre choix que de battre en retraite immédiatement. L'autre a fait de cet endroit son territoire et il sera difficile de le vaincre. Puis ils élaborent un plan pour essayer de contourner l'autre. Pendant qu'ils font cela,
Kajero informe Yuito et Kazan que Winem, ainsi que d'autres venus de la Lune et ceux qui ont fondé Togetsu, se sont placés en sommeil profond et se relaient pour se réveiller afin d'évaluer la situation. L'objectif de Togetsu est de s'emparer des fils rouges et de remonter le temps pour s'assurer que rien de tout cela ne se soit produit. Ils réalisent alors que Seiran et Su n'ont pas le temps de se chamailler entre eux. Il semble que Togetsu soit désormais le principal ennemi. Ils se divisent en groupes, et l'un d'eux a pour mission d'attirer l'autre. Ils parviennent à attirer l'autre dans un piège qu'ils allaient préparer pour lui. L'autre tombe dans le piège et ils l'attaquent de toute leur force. Ils réussissent à pousser l'ennemi dans les profondeurs souterraines pour qu'il tombe vers sa mort. Kajero est heureux que l'autre soit enfin vaincu après tant d'années. Ils arrivent enfin au pied de la montagne. Kajero révèle qu'il a une famille sur la Lune, et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas que le plan de Togetsu aboutisse. Le groupe élabore un plan pour tenter de convaincre les dirigeants de Su et Seiran. Ils sont actuellement dehors la loi, mais ils n'ont pas le choix. Le groupe se sépare à nouveau, et avant de partir, Kazan présente ses excuses à Yuito pour avoir essayé de le tuer. Ils se souhaitent bonne chance et partent chacun de leur côté pour essayer de faire coopérer les deux nations. Peu de temps après, Yuito et son équipe arrivent au sud. Ils remarquent que tout est étrangement silencieux. Cela ne peut signifier qu'une chose, l'armée est déjà prête à les accueillir. Ils voient Nagi s'avancer vers eux. Il a l'air peu dangereux et il est prêt à les anéantir sans aucune pitié. Magi les attaque avec férocité et il semble incapable de bien résister. Yuito essaie même de parler à Magi, mais celui-ci n'est pas là pour discuter. Il veut seulement tuer Yuito. Alors que la bataille s'érage, Yuito réfléchit à un moyen d'attendre Magi. Yuito court vers le bâtiment où lui et Nagi se sont toujours entraînés. Nagi entre dans la pièce et on dirait qu'il reconnaît l'endroit. Yuito lui rappelle tout ce qu'ils avaient prévu ensemble. Nagi se tient la tête de douleur, mais il redevient tout de suite son mauvais côté. Son conditionnement à tuer Yuito est si fort qu'il se moque complètement de leur amitié. Nagi commence à ressentir une douleur intense à cause de la surexploitation de son cerveau. Il continue malgré tout, même s'il sait qu'il pourrait en mourir. Il finit par atteindre sa limite et s'effondre au sol. Il a du mal à faire circuler son sang et un liquide rouge commence à couler de sa tête. Il s'excuse auprès de Yuito d'avoir essayé de le tuer. Il dit qu'une voix dans sa tête le pousse à tuer Yuito. Il essaie de résister, mais c'est difficile. Nagi est aussi rongé par la culpabilité à cause de la mort de Saito. Il aimerait pouvoir retrouver Saito et lui demander pardon. Nagi a toujours rêvé de mourir en combattant les Otaires, mais il semble que cela ne sera plus possible maintenant. Nagi parle de tout ce qu'il regrette d'avoir fait et il demande pardon à Yuito. Durant son dernier souffle après avoir dit à Yuito qu'il aurait aimé pouvoir agir autrement. Yuito est dévasté par la mort de son ami et il promet de le venger. Après cela, Yuito et son équipe se dirigent vers le bureau de Keto. Yuito demande à son frère s'il est responsable de ce qui est arrivé à Magi. Il répond que oui. Il révèle qu'ils ont toujours été au courant de son pouvoir unique et qu'ils le convoitent. C'est pour accomplir les vœux les plus chers de Yakumo. Le souhait de Yakumo est de détruire la ceinture d'extinction et d'attaquer les habitants de la Lune. Il veut se venger de ce qu'ils ont fait aux gens sur Terre. Il prévoit d'utiliser le pouvoir de Yuito pour déplacer la ceinture d'extinction et ouvrir la voie vers la Lune. Keto explique qu'il compte connecter le cerveau des civils à celui des Yuito via Versailles. Ils utiliseront ensuite cela pour déplacer la ceinture. Yuito se met en colère et réprimande son frère pour avoir tenté de réaliser les souhaits d'un homme mort. Keto révèle alors que Yakumo est toujours en vie et qu'il dort actuellement dans les profondeurs souterraines dessus. Il est actuellement en sommeil cryogénique, tout comme Kajero l'était. Keto dit qu'il est temps pour Yuito de remplir son devoir en tant que membre de la famille, mais Yuito se moque bien de tout ça. Yuito n'est pas non plus prêt à devenir leur prisonnier. Keto est prêt à forcer son frère à agir contre sa propre volonté. Yuito et son équipe quittent le bureau de Keto. En sortant du bureau, ils trouvent un groupe de gardes qui les attendent. Ils sont prêts à se battre, mais Luca les téléporte tous hors de là. Plus tard dans la nuit, Watari informe Yuito qu'il a pu récupérer les enregistrements audio et vidéo du bureau. C'est un pas en avant, et ils peuvent en fait diffuser cela pour que le public le voie. Leur plan d'utiliser Harabaki n'a pas changé. Ils ont toujours le mot de passe à usage unique, il pourrait bien leur être utile maintenant. Yuito est prêt à montrer à tout le monde ce que son frère et son père ont fait. De son côté, Kazan est informé qu'il y a un problème. Les auteurs d'origine humaine du centre de recherche sur les surhumains sont en train d'être déplacés. Ataru dit qu'elle a consulté les données et il semble que Fubuki soit responsable. Kazan commence à se remémorer les souvenirs qu'elle a eus avec sa sœur. Cependant, Kazan reste calme, convaincu que Fubuki doit avoir ses raisons pour déplacer des auteurs. De retour à Suo, Yuito et son équipe arrivent à Arabaki. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans l'installation, il est évident que Luca est épuisé. C'est parce qu'il a beaucoup utilisé ses pouvoirs ces derniers temps. Il dit à l'équipe de ne pas s'inquiéter pour lui,
car il fait simplement ce qui est nécessaire. Tsudumi scammait la zone pour trouver un point d'accès pour les types. Dans la scène suivante, Kavan et son équipe retrouvent Naomi et les autres auteurs à l'endroit où ils ont été transportés. Zemexa exprime rapidement qu'ils ne font qu'obéir aux ordres des supérieurs. Ils ont fait sortir les autres pour un ajustement final. Ils prévoient de les utiliser comme armes au combat. Naomi dit alors à Kazan que les hommes moquent. Ils agissent sur les ordres de Keto et non sur ceux de Fubuki. Kazan leur dit qu'elle ne restera pas là à regarder pendant qu'il utilise sa sœur comme une arme. Pendant ce temps, Keto a également lancé un complot d'assassinat contre Fubuki. Fubuki est sur son lit d'hôpital lorsque les assassins arrivent pour l'attaquer, mais il parvient à quitter le lit avant que leurs attaques ne l'atteignent. Kazan et son équipe affrontent les gardes présents. Soudain, sa sœur reçoit une injection qui la rend immédiatement agressive. Elle attaque Kazan sans hésiter. Alors que la bataille s'érage, les gens de Togetsu arrivent aussi pour s'en mêler. Naomi parvient à retrouver son état normal et elle vient en aide à Kazan. L'autre Kazan de Togetsu attaque Kazan lorsque Naomi intervient pour sauver sa sœur. Elle comprend enfin pourquoi il se tournait vers un autre. C'était pour protéger sa sœur, dit-elle. Tous les autres acceptent aussi d'aider Naomi. Naomi propose d'ouvrir un passage pour que Kazan puisse s'échapper. Naomi demande à Arashi de veiller sur Kazan et Arashi accepte. L'équipe de Kazan la tire hors de là pendant que Naomi et les autres affrontent la Kazan créée. Pendant ce temps, Fubuki s'est occupé de ses assaillants. Karen l'a rejoint et ils ont découvert qu'Alice fait partie des autres qui ont été déplacés. Après que Naomi et les autres ont combattu la fausse Kazan, Kazan revient voir sa sœur. Les deux sœurs ont une conversation à cœur ouvert avant que Naomi ne meure finalement. L'un des autres Calice. Karen arrive à temps pour la voir mourir et se transformer en ce truc habituel de pétale. Karen est triste d'avoir encore échoué. Il attrape Kazan et absorbe ses pouvoirs tcheniques. Il tique les yeux et tout le monde sait que sa prochaine action sera de tout réinitialiser à nouveau. Il veut continuer d'essayer jusqu'à ce qu'ils parviennent à sauver Alice. De leur côté, Yuito et son équipe sont arrivés au terminal de bureau à Ahabaki. Yuito insère le disque dans l'ordinateur. Ils transmettent les données IPO qui s'apprêtent à partir lorsque Karen arrive. Il attrape Yuito par la tête, exactement comme il a fait avec Kazan. Luca parvient à libérer Yuito de l'emprise de Karen. Ils exigent de savoir pourquoi il essaie de copier le pouvoir de Yuito, mais il refuse de répondre. Il choisit plutôt d'affronter le groupe. Kazan et son équipe se préparent également à retrouver Yuito et son peloton, car ils savent que Karen viendra chercher Yuito. Pendant ce temps, les citoyens ont vu tout ce dont Keto a parlé, et la grogne commence à monter parmi la population. Le conseil a également convoqué Keto pour qu'il vienne se défendre. Le combat entre Karen et l'équipe de Yuito est à sens unique, car Karen est bien trop puissant pour eux. Karen pirate alors Ahabaki les libère des câbles qu'il utilise pour attraper Yuito. Il commence à siphonner son pouvoir à l'aide de la corde, ce qui se manifeste aussi au niveau de la porte Kunad. Kazan et son peloton arrivent sur les lieux et ressentent la violente secousse de la terre. Kazan comprend immédiatement que Yuito est en danger. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, les câbles se détachent du corps de Yuito et Karen disparaît. Yuito s'effondre au sol, incapable de bouger. Il reste simplement allongé là, les yeux ouverts, sans rien pouvoir faire. Pendant ce temps, quelque chose envahit le cerveau de Yuito, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas répondre aux stimuli. Il souffre actuellement de lésions cérébrales. Kazan et son équipe arrivent sur place et trouvent le peloton de Yuito désemparé, ne sachant pas quoi faire. Kazan ne parvient pas à le contacter via le Brain Talk, et elle en déduit que la mémoire de Yuito est en train de s'effacer. Une fois ses souvenirs disparus, Yuito disparaîtra lui aussi. Kazan suggère alors qu'il copie leurs souvenirs dans l'esprit de Yuito. Ils vont les numériser et recharger sa connexion avec leurs souvenirs. Ils doivent ancrer son existence, même si c'est la seule solution et que cela comporte des risques. Hanabi commence à parler à Yuito pendant que le reste de l'équipe poursuit le processus. La conversation de Hanabi servira de stimulus externe pour ralentir la perte de mémoire. Pendant qu'ils écrivent le programme, ils se rendent compte qu'ils ont besoin des données cérébrales de Yuito. Kajero sauve la situation en leur annonçant qu'il possède les données cérébrales de Yuito. Lorsqu'on lui demande comment il les a obtenues, il leur explique qu'il les a récupérées à Togetsu. Togetsu avait volé toutes leurs données cérébrales lorsqu'ils étaient là-bas. Kajero en a fait une copie puis l'a supprimée par la suite. Il n'aurait jamais pensé que cela lui serait utile un jour. Une fois le programme terminé, il ne reste plus qu'à le lancer et voir ce qui se passe. À l'intérieur du cerveau de Yuito, il commence à perdre conscience de lui-même. Il commence à s'agiter. Tsudumi le secoue pour le maintenir sous contrôle. Des câbles SAS sont alors connectés à son corps pour lancer le programme. L'équipe commence à l'appeler par son nom, un par un, pour essayer de lui faire retrouver la mémoire. Dans son esprit, Yuito parvient à comprendre que ses amis l'appellent. Il voit aussi sa défunte mère avant de finalement reprendre connaissance. Kazan et les autres pensent que le programme n'a pas fonctionné jusqu'à ce que Yuito prenne la parole et leur dise quelque chose.
Pendant ce temps, le gouvernement a instauré un couvre-feu pour tenter de prévenir toute forme de violence qui pourrait éclater parmi les citoyens. Yuito et son équipe se rassemblent et déclarent qu'il est temps de changer Nyurimika pour le mieux. C'est alors que Fubuki arrive, exprimant sa joie d'avoir retrouvé le groupe. Il a quelque chose à leur dire, mais il doit d'abord se mettre en sécurité. Il n'a pas fini sa phrase qu'il s'effondre au sol et s'évanouit. Le groupe emmène Fubuki dans un embrasure et il finit par reprendre connaissance. Il félicite le groupe pour tous les efforts qu'ils ont fournis jusqu'ici. Il leur dit que Karen a probablement utilisé les fils rouges pour voyager à nouveau dans le temps. Il essaie de sauver Alice, dit-il. Karen est prêt à tout pour sauver Alice. Fubuki révèle alors qu'ils formaient un trio inséparable avec Alice et Karen. Ils sont ensemble depuis leur enfance. Revenons dans le passé pour découvrir l'histoire de ce trio. Fubuki et Alice ont toujours été amis. Alice est la première à manifester de l'intérêt pour rejoindre l'OSF. Fubuki pense que l'OSF ne la testera pas, mais elle insiste pour y aller. Ils arrivent à l'entrée de l'hôpital et voient Karen allongée par terre. Ils essaient de lui parler, de lui repoussent. Fubuki et Alice entrent dans le bâtiment pour se faire pester, mais ils sont recalés. En quittant le bâtiment, ils tombent sur Karen, qui les attendait. Il offre des fleurs à Alice pour s'excuser de son comportement. Alice accepte les fleurs, et le trio devient rapidement amis. Le lendemain, ils voient les trios ensemble, et ils finissent par se présenter les uns aux autres. Après cela, Fubuki et Alice commencent à visiter l'hôpital plus souvent, afin de pouvoir voir Karen. Au cours de l'histoire, Lucas révèle que lui et son frère sont nés sans pouvoir, et c'est pour cette raison qu'ils sont à l'hôpital. Lucas et son frère ont été soumis à diverses expériences, et ils étaient traités comme des cobayes. On essayait de leur donner des pouvoirs uniques. Ce qui a permis à Lucas et Karen de tenir pendant ces moments difficiles, c'est que l'amitié balissait Fubuki. Karen et Lucas ont compris qu'ils pourraient eux aussi découvrir le monde extérieur s'ils parvenaient à développer des pouvoirs. D'un autre côté, le pouvoir psionique d'Alice Genesis, ce qui lui permet de créer des choses. Cependant, ses pouvoirs sont encore faibles. Fubuki possède des pouvoirs de glace. Karen et Lucas sont déterminés à travailler encore plus dur pour pouvoir quitter l'hôpital. Karen apprend, au cours d'une de leurs conversations, que Fubuki et Alice doivent se marier. Leurs familles ont arrangé ce mariage depuis qu'ils sont petits. Peu de temps après, Karen parvient à développer la capacité de voler les pouvoirs des autres. Il a été repéré par l'OSF peu de temps après. Fubuki a également été repéré et le duo est devenu inséparable. Plus tard, Alice rejoint aussi l'OSF et elle est heureuse d'avoir rattrapé Fubuki et Karen. Le trio a combattu dans le même peloton et Alice continue de devenir plus forte qu'avant. Karen s'est toujours souciée d'Alice à chaque instant. Peu de temps après, un phénomène étrange s'est produit. La ceinture d'extinction est descendue à une altitude très basse dans certaines zones. Lors d'un de leurs combats contre les autres, Alice se retrouve prise dans la particule alors qu'elle essaie de pousser Karen dans l'eau du danger. À cause de cela, elle est transformée en une autre. Après cela, elle a été enfermée à l'hôpital de l'OSF et traitée comme un cobaye. Plus tard, Fubuki et Karen ont fait évader Alice Bevokitan avec l'aide de la famille de Fubuki. Spring Pharmaceuticals a des liens avec ses rangs et c'est ainsi qu'Alice a été sauvée. Cependant, le sort d'Alice s'avère encore pire, car elle est placée dans une détention plus stricte qu'auparavant. Fubuki a supplié Karen d'y mettre fin, mais il a refusé. Il est déterminé à sauver Alice par tous les moyens. C'est la raison pour laquelle il a voyagé dans le temps pour changer ce qui est arrivé à Alice. Le groupe décide alors d'envahir Togetsu et d'essayer d'utiliser l'ordinateur BIP pour tenter de perturber le fonctionnement des fils rouges. Fubuki doit essayer d'empêcher les deux autres nations d'attaquer Togetsu. Avant leur départ, Kajiro demande à Yuto de le rejoindre en privé car il a quelque chose à lui dire. Cependant, il change d'avis et décide de tout révéler à tout le monde. Kajiro sait qui a tué Joe, le père de Yuto. Kajiro choque tout le monde en avouant que c'est lui qui a tué le père de Yuto. Il rappelle au groupe qui espionne pour Togetsu et que le président n'est pas en bon terme avec Togetsu. Kajiro a des plans pour arrêter Togetsu, mais il doit tuer le président pour leur faire croire qu'il est toujours de leur côté. Ce n'est pas rien de personnel, mais simplement quelque chose qu'il devait faire pour ne pas éveiller les soupçons de Togetsu. Kajiro demande pardon à Yuto, mais ce dernier est furieux et attaque Kajiro. Un combat éclate entre les deux, mais Shima dit à l'équipe de ne pas les arrêter. Il explique qu'ils ne pourront pas dépasser leurs différences s'ils ne laissent pas sortir ce qu'ils ont sur le cœur. Yuto continue d'attaquer Kajiro avec férocité, et Kajiro sent que Yuto est devenu plus fort. Kajiro supplie Yuto de ne pas le tuer, car ses 2000 ans d'efforts seraient réduits à néant. Yuto pointe son épée sur la gorge de Kajiro, puis s'arrête. Yuto révèle qu'il n'a attaqué Kajiro de cette façon que pour le pousser à dire ce qu'il pense vraiment. Il sait que Kajiro cache encore quelque chose, et il veut qu'il crache le morceau. Kajiro raconte alors ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a confronté Joe, et les deux ont pu discuter longuement.
Kajiro s'est rendu compte que Joe n'était pas une mauvaise personne, contrairement à ce qu'il pensait auparavant. Joe a des projets pour réparer les torts de la nation. Il ne veut pas que Yuto grandisse dans une nation aussi corrompue. Au cours de leur conversation, ils sont attaqués par 3 autres personnes et Joe est mortellement blessé dans l'affrontement. Kajiro voit Kassan arriver et il passe rapidement en mode d'Anihibiripli. Avant de mourir, Joe voulait dire à Kassan qu'il y avait un espion en OSF, mais il a changé d'avis. Après avoir raconté comment tout s'est déroulé, Kajiro révèle qu'il se tient pour responsable de la mort de Joe, car c'est lui qui l'a confronté avant que les autres m'attaquent. Il dit qu'il ne peut pas permettre que l'histoire soit modifiée, car sa famille sur la ligne serait d'exister. Yuito comprend les sentiments de Kajiro, car il connaît la douleur des préfacés de l'histoire. Kajiro et Yuito décident de travailler ensemble pour arrêter Togetsu. Alors que le groupe se rend à Togetsu, ils sentent la terre trembler et en déduisent que cela vient de la porte de Kanda. Cela semble être le même effet que le jour où la porte s'est ouverte. Ils découvrent que la porte vient de subir une anomalie de données et que la secousse a été ressentie dans Toniminuka. Le groupe conclut qu'il va collecter toutes les données que Togetsu possède sur la porte avant de désactiver Bed. Yuito révèle qu'il n'a plus eu de maux de tête depuis que les types l'a sauvé à Arabaki. Kajiro dit qu'il a remarqué la différence, car Yuito semblait plus puissant lorsqu'il s'est battu contre lui. Cependant, Kajiro ajoute que cela pourrait être arrivé parce que Yuito se battait avec ses émotions. Une autre chose qui pourrait se produire, c'est que Yuito pourrait être en train de perdre ses pouvoirs. On dit que le pouvoir s'intensifie temporairement avant de disparaître définitivement. Cela ne surprend pas Yuito, car il était un hiver avant d'obtenir ses pouvoirs. Kajiro dit à l'équipe qu'il va partir en avance pour préparer leur arrivée à Togetsu. Kajiro s'approche discrètement des gardes et les assomme. Il ouvre la porte pour que l'équipe puisse entrer facilement. Il rencontre de la résistance en entrant dans la ville. Luca propose alors de les téléporter directement là où se trouve Bed. Il avait déjà analysé la structure du bâtiment la dernière fois qu'ils étaient venus. En arrivant à l'endroit où se trouve Beb, il ressent à nouveau une énorme secousse, et cette fois, c'est encore pire. Il s'apprête à avancer lorsqu'il entend une voix féminine leur demander de s'arrêter et de l'écouter. La femme inconnue apparaît, et il s'avère que c'est la mère de Yuito. Kassan dit à Yuito de ne pas se laisser avoir, car ce n'est qu'un hologramme créé par Bed. Cependant, la vision commence à parler de l'enfance de Yuito. Il s'avère que la mère de Yuito s'appelle Wakana. Elle était elle aussi un enfant conçu, mais elle s'est enfuie de Togetsu et Joe l'a prise sous son aile. Tout ce que la vision disait semblait parfait, jusqu'à ce qu'elle fasse une erreur et dise quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. L'équipe parvient alors à comprendre que la personne qui leur parle est en réalité d'elle-même. Elle révèle ensuite que Wakana s'est transformée en autre. Son cerveau a été intégré en elle, afin qu'elle puisse avoir un cerveau humain. En gros, c'est Togetsu qui a fait ça à la mère de Yuito. Yuito décide alors qu'il a désactivé Beb pour empêcher qu'il n'utilise à nouveau sa mère. Soudain, le sol sous leurs pieds commence à s'effondrer et l'équipe se met à courir pour s'échapper. Ils atteignent l'ouverture suivante et se retrouvent sur un antin. Le pont s'effondre alors qu'ils courent dessus, mais ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à courir. Le groupe parvient à quitter le pont et à atteindre l'unité principale de Bed. Arashi s'apprête à commencer son travail quand elle se rend compte que toutes les données ont été effacées. Il semble que l'ordinateur ne soit plus qu'un tas de ferraille vide. À ce moment-là, Wataru est contacte pour informer l'équipe que Beb a vraiment cessé de fonctionner. Cependant, les secousses provenant de la porte Kunad deviennent de plus en plus fréquentes. Ils ont besoin d'informations sur la porte Kunad, mais toutes les données ont maintenant disparu. Il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent obtenir ces informations. Wakana est leur meilleure chance, car elle a pratiquement élevé Kazan et Togetsu aussi. Kazan est la détentrice du fil rouge, donc elle a forcément des informations à ce sujet. Ils doivent lui poser la question eux-mêmes. Pour cela, ils devront voyager dans le temps. Yuito leur indique une date précise à laquelle ils pourront rencontrer sa mère. Il leur donne le jour exact de sa mort à l'ancien hôpital OSF de Lokusho City. C'est le jour où les autres ont attaqué la ville en masse. Cependant, Kazan sera la seule à remonter le temps. Ils ne peuvent pas prendre le risque que Yuito voie son moi plus jeune. Toutes leurs forces seront également mobilisées pour envoyer Kazan dans le passé et la amener. Yuito et Kazan se tiennent la main pour activer les fils rouges. Kazan est transporté dans le passé et Yuito s'évanouit juste après. Kazan arrive dans le passé où Yuito et sa mère jouent à cache-cache. Il reste à l'hôpital parce que Yuito reçoit des traitements parce qu'il est raté. Kazan trouve Wakana pendant que Yuito se cache derrière des fleurs. Wakana reconnaît immédiatement Kazan lorsqu'elle la voit. Elle dit qu'elle l'attendait. Il s'avère que Beb a trouvé un moyen de connecter tous les souvenirs des enfants design. Wakana a l'intuition que Kazan viendra. Kazan demande s'il est vraiment nécessaire de tuer Yuito pour empêcher la porte de dévorer le monde, et Wakana répond que oui. Yuito est derrière les fleurs, il peut donc entendre clairement leur conversation.
Wakana dit alors à Kazan qu'elle doit la amener à l'époque d'où elle vient. Cependant, elle doit donner à Yuto le nouveau manchette d'oreille qu'elle a conçu pour lui. La manchette d'oreille est un dispositif qui empêchera de perdre la mémoire. Elle et Kazan pourront alors voyager après cela. Yuto entend tout cela et il est profondément choqué. Soudain, l'alarme se déclenche pour signaler l'arrivée du autre. Yuito prend peur et court dans l'hôpital. Kazan et Wakana courent après lui. Wakana lui donne la manchette d'oreille pour qu'elle la remette à Yuito lorsqu'elle le retrouvera. Yuito est attaqué, mais Kazan le sauve. C'est la même scène dont Yuito se souvient de son enfance, où il avait été sauvé par une personne inconnue. Il s'avère que c'était vraiment Kazan qui l'avait sauvé. Kazan place alors le dispositif sur l'oreille de Yuito. Elle confie Yuito au garde pour qu'il le protège. Kazan retrouve Wakana, et ensemble, elles voyagent jusqu'à l'époque actuelle. Yuto reprend connaissance et voit que sa mère et Kazan sont revenus. Kazan, Wakana et Yuto rentrent à la maison. Le lendemain matin, Yuto se réveille et trouve les dames dans la cuisine. Elle s'apprécie déjà beaucoup. On dirait simplement que les deux s'étaient énormément manqués. Yuto rejoint le duo dans la cuisine et Wakana lui dit que Kazan l'a mise au courant à propos de Babe. Kazan quitte la cuisine pour faire la lessive. La mère et le fils peuvent enfin avoir une conversation sincère sur leur famille. L'équipe de Yuto se trouve à l'extérieur de la cuisine et entend une partie de la conversation. Le groupe entre pour saluer Wakana, réalisant que le duo a terminé sa discussion. Peu après, le groupe s'installe pour prendre le petit déjeuner. Wakana réveille qu'ils doivent détruire les enchevêtrements dimensionnels à l'intérieur de la porte Kunad. Une fois qu'ils auront réussi à les détruire, la porte se refermera. Pour cela, Yuto et Kunad doivent entrer ensemble dans la porte. Il existe un espace conceptuel réservé uniquement aux utilisateurs du fil rouge. Cet espace s'appelle le terminal chrono. En juger par le nom, cela doit être une sorte de station ou de carrefour pour les voyages dans le temps. Ils doivent trouver le terminal pour démêler l'enchevêtrement. Avant qu'ils ne partent pour la porte, Wakana s'excuse d'avoir abandonné Kazan, mais Kazan ne lui en veut pas. Elle comprend que Wakana a dû fuir parce que Togetsu la poursuivait. Kazan se souvient de son séjour et de son temps passé à Togetsu. Peu après, Yuto et Kazan se tiennent la main et voyagent jusqu'à la porte. À leur arrivée, ils voient les enchevêtrements. Ils doivent démêler chaque point dans le temps. Ils se mettent immédiatement au travail et utilisent leur pouvoir ensemble pour faciliter les choses. Ils commencent par le jour à l'hôpital de l'OSF. Pendant qu'ils font cela, Yuto remercie Kazan de l'avoir sauvé ce jour-là. Depuis ce jour, il a pu maîtriser son pouvoir. Avant même de s'en rendre compte, ils ont déjà démêlé un point. Ils passent au suivant, qui se situe 50 ans dans le futur. Ils voyagent jusqu'au point d'enchevêtrement et se mettent immédiatement au travail. Ils parviennent également à démêler ce point, mais Kazan semble déjà épuisé. Il ne leur reste plus qu'un dernier point d'enchevêtrement à démêler et ils auront terminé. Ils examinent le dernier point d'enchevêtrement et ils voient Karen. Quelque chose d'étrange commence à se produire. Les deux se mettent immédiatement au travail pour résoudre l'enchevêtrement. Quelques secondes plus tard, l'enchevêtrement se dissout et le duo conclut qu'ils ont réussi. Le duo s'évanouit et se réveille de nouveau sur l'autoroute. Ils sont surpris que la porte ne se referme pas comme elle aurait dû le faire. Wakana les serre dans ses bras et leur dit qu'ils ont fait de leur mieux. Le reste de la tâche lui revient désormais. Le duo n'est pas prêt à laisser partir leur mère, mais Wakana quitte ses enfants en larmes. Wakana retourne dans sa propre ligne temporelle. Après son départ, le reste du groupe révèle que Wakana leur a dit que la porte resterait ouverte si elle ne retournait pas dans sa ligne temporelle. Elle a également laissé un message enregistré pour le duo. Wakana s'excuse de partir de cette façon. Elle doit retourner dans sa ligne temporelle et permettre à Togetsu de prélever son cerveau et de le connecter à Bed. Elle dit à ses enfants qu'elle est fière de la personne qu'ils sont devenus. Wakana arrive dans sa ligne temporelle et elle active la séquence du programme qui donne à Togetsu le feu vert pour prélever son cerveau. Après le retour de Wakana, la porte reste ouverte, ce qui surprend le groupe. La porte aurait déjà dû se refermer, déplore Kill. Yuito est épuisé, alors il le ramène chez lui pour qu'il puisse se reposer. Plus tard, Yuito se réveille, mais ils sont soudainement attaqués. Cependant, le groupe parvient à s'échapper avant que l'équipe de recherche de l'OSF ne puisse les attraper. Les trois enchevêtrements que Kerr disent. Les 3 points d'enchevêtrement sont qu'il y a 11 ans, dans 50 ans, et à l'époque de Yakumo Sumeragi. Le groupe se demande toujours pourquoi l'époque de Yakumo est impliquée. Yuito dit qu'ils ont vu Karen tuer Yakumo, mais l'histoire ne mentionne pas si Yakumo a été assassiné. C'est cela qui a provoqué l'enchevêtrement. Karen a utilisé la Harbaki et les Fils Rouges pour voyager dans le temps et faire cela. Cependant, Yakumo portait un masque lorsqu'ils ont vu Karen me tuer. L'un du groupe explique que Yakumo a cessé de sortir en public après l'avoir été blessé. Il a commencé à porter le masque et est devenu une personne totalement différente. L'équipe en déduit que Karen a dû prendre l'identité de Yakumo après l'avoir tué. Il commence à se demander pourquoi Karen ferait une chose pareille. Wakana a été celle qui a défait son propre enchevêtrement, donc Karen devra défaire le sien. Ils doivent trouver Karen et essayer de le convaincre.
Ils doivent aussi retrouver Yakumo, et le meilleur endroit pour cela est le mausolée Tsuneraji. Puisque Keto a dit qu'il est en sommeil profond, il est possible que ce soit là qu'il se trouve. Keto a également été assigné à résidence après la révélation Q8. La série de boucs émissaires a été suspendue. Les titres contactent alors Fubuki pour obtenir de l'aide. Plus tard, Keto contacte Yuito et lui demande de venir le voir seul. L'équipe reste méfiante à ce sujet, car Keto était autrefois intéressé par le pouvoir de Yuito et il pourrait l'être encore. Néanmoins, Yuito veut y aller et entendre ce que son frère a à dire. Peu de temps après, Yuito se rend au point de rendez-vous. Keto le rejoint rapidement. Yuito ne semble pas inquiet jusqu'à ce que Keto sorte une arme. Il dit à son frère de ne pas le sous-estimer, car il peut encore facilement le tuer et prendre son cerveau. Pendant ce temps, Karen est revenue en vie car sa tentative de voyager dans le temps a échoué. Teppo poursuit alors sa conversation avec Yuito. Il a appris de Fubuki que Yuito prévoit d'entrer dans le tombeau familial. Keto dit qu'il a peut-être perdu son autorité en tant que chef de l'OSF, mais qu'il reste le chef de la famille Tsuneraji. Les deux frères sont en pleine discussion lorsqu'un groupe d'autres apparaît soudainement et les encercle. Yuito commence à combattre les autres, tout en souffrant d'un violent mal de tête. La porte de Tsunade agit également de façon anormale. Les deux frères parviennent à s'échapper de la scène, et Keto se demande pourquoi Yuito ne l'a pas abandonné. Keto parle d'accomplir les volontés de Yakumo, mais Yuito essaie de le convaincre. Il dit que rien ne justifie de sacrifier des milliers de personnes. Teppo n'est pas différent de Togetsu s'il continue sur cette voie. Il dit à Keppo Baripe d'être prisonnier de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Les paroles de Yuito touchent Keto, qui semble m'aimer. Il remercie Yuito de l'avoir sauvé. À ce moment-là, Yeupo réapparaissent. Yuito les vainc, mais une nouvelle vague arrive rapidement. En voyant cela, Keto donne à Yuito la clé du mausolée. Il dit à son frère de partir et se sert de lui-même comme appât. Les autres sont sur le point d'éliminer Keto lorsque Fubuki et le reste de l'équipe arrivent pour les aider. Fubuki réveille et a réussi à convaincre ses robes d'accepter un cessez-le-feu. Yuito n'est plus non plus considéré comme un rebelle. Soudain, le sol commence à trembler violemment et une toute nouvelle vague d'autres descend du ciel. Yuito commence à souffrir à nouveau d'un mal de tête intense. Yuito est placé dans un véhicule blindé et transporté à l'hôpital. Il semble souffrir énormément pendant le trajet vers l'hôpital. La ceinture d'extinction a descendu extrêmement bas et il votre faire littéralement comme de l'eau. En raison de l'urgence, Keto est rétabli en tant que chef de l'OSF. Il reprend le contrôle des forces et recommence à donner des instructions. Après l'arrivée de Yuito à l'hôpital, Fubuki et le reste du groupe rejoignent le combat. Plus tard, Yuito se réveille sur son lit d'hôpital. L'équipe lui annonce que le nombre d'autres a diminué et que leur taux d'apparition a également baissé. Le système de défense est leur service. L'équipe se trouve au QG, essayant de se préparer au cas où la vie serait à nouveau en veille. Yuito dit à l'équipe qu'il va se rendre au mausolée. L'équipe est inquiète, mais il leur assure qu'il va bien. Il doit trouver Yakumo, ou mieux encore, Karen. Lui qui a craint qu'un affrontement n'éclate entre son frère et Yuito. Ils n'ont pas d'autre choix que d'écouter Yuito tant qu'il affirme qu'il est en état d'aller au mausolée. Ce soir-là, chaque membre de l'équipe a discuté avec les autres avant d'aller se coucher. Kajiro s'inquiète de ne pas pouvoir protéger Tsugumi, mais elle lui dit de ne pas se faire de soucis pour elle. Arashi va aussi dans le bureau de Fubuki pour l'embêter, comme le font les frères et sœurs. Arashi assure à Fubuki que le groupe donnera le meilleur de lui-même et que les auteurs ne sauront même pas ce qui leur est arrivé. Casson s'allonge et voit l'image d'une femme inconnue avant de s'endormir. Le lendemain matin, Casson va voir Yuito à l'hôpital. Il s'est levé tôt pour essayer de s'entraîner, mais il est encore faible. Il n'arrive même pas à soulever une canette avec ses pouvoirs. Yuito dit à Casson qu'il faut fermer la porte pour empêcher ceux qui veulent l'utiliser à des fins égoïstes. Il n'a toujours pas surmonté la mort de Naji, Naoni et Sato. Il veut tout réparer pour que le monde soit meilleur pour tout le monde. Gemma contacte les deux pour leur dire de se préparer car ils partent dans 15 minutes. Le groupe arrive au mausolée et Wataru réveille qu'ils n'arrivent même pas à obtenir les données de ce qu'il y a à l'intérieur. En gros, ils y vont à l'aveugle. Yuito utilise la clé qu'il a sur lui pour ouvrir la porte et ils sont choqués de découvrir que la structure du bâtiment ressemble exactement à celle du quartier général de l'OSR. Ils commencent à paniquer face à la situation. Ils se demandent si quelqu'un a utilisé des pouvoirs de téléportation sur eux pour les ramener au QG. Soudain, l'alerte retentit et les auteurs ont recommencé à descendre rapidement. Les auteurs attaquent le groupe qui repousse la première vague qu'ils rencontrent. Ils aperçoivent quelqu'un ressemblant à Karen en près, marchant au loin, et Lucas le suit. Le groupe se sépare. Cassan et quelques autres se retrouvent dans une pièce qui ressemble exactement à celle où Naomi était enfermée. Ils entrent dans la pièce et voient un odeur qui ressemble trait pour trait à Naomi. Soudain, l'équipe est encerclée par les auteurs et ils s'échappent rapidement de là avant que les auteurs ne les piègent comme des rats.
Le sol sous toute l'équipe se brise bientôt et ils tombent dans une pièce où ils voient Naji attaché à une chaise. Des images de Karen et Yuka attachés au lit à phare expérimental apparaissent également. L'équipe commence à ressentir une douleur intense à la tête. Il s'avère qu'ils ressentent la douleur et l'agonie que le duo éprouvait. L'image d'Alice mourant devant Karen leur apparaît également. Elle se répète en boucle et chacun des membres de l'équipe ressent la douleur et l'agonie que Karen éprouvait. Des larmes coulent sur leurs joues alors qu'ils tombent à genoux. Quelques instants plus tard, ils parviennent à sortir de cet état. Ils finissent enfin par atteindre la pièce où se trouve Yakumo. La machine cryogénique s'ouvre et Yakumo en sort. Il enlève son masque pour révéler le visage en dessous. Le visage sous le masque est celui de Karen. Il leur est maintenant clair que Karen a bien pris l'identité de Yakumo. L'équipe lui dit qu'ils ont besoin de son aide pour fermer la porte. Il grabe une iris et ne prend pas écrement. Karen n'est pas prêt à les aider car il pense que cela ne changera rien. Il explique que Yakumo est peut-être aussi un utilisateur du fil rouge et qu'il a été attiré par son pouvoir lorsqu'il cherchait un moyen de sauver Alice. Il a ensuite trouvé un moyen de sauver Alice, à savoir se connecter à Urahabaki. Cependant, cela n'a pas non plus fonctionné. Plusieurs versions de lui-même ont essayé encore et encore, et cela ne fait que créer de nouveaux enchevêtrements. C'est alors que le Karen du présent arrive et exige des réponses à toutes ces questions. Il choisit d'attaquer l'autre Karen et d'absorber tous les souvenirs et connaissances qu'il a accumulés. Après cela, Karen souffre d'une douleur immense et se retrouve dans une dimension plane avec l'autre Karen. L'autre Karen dit au Karen du présent qu'il n'atteindra jamais son niveau. Il est très puissant et il considère Karen comme un mentorian. Il possède déjà plusieurs itérations de lui-même. Il a accumulé tant de connaissances qu'il accepte désormais le fait qu'Alice ne peut pas être sauvée. Il est toujours déterminé à la sauver, même si cela signifie la fin du monde. Karen attaque Yuto et son mythite. Ses pouvoirs s'amplifient, il y parvient à attraper Yuto et Kassan. Il les entraîne dans la dimension plane et tente d'absorber leurs pouvoirs. Yuto et Kassan commencent à voir des images de Naji et Naomi. Ils réalisent que Karen doit caler de l'argent, tout comme l'ont fait. Kassan a trouvé un moyen d'accepter la mort de sa sœur. Yuto a également accepté la mort de son année. Karen doit trouver un souvenir Baïs qui lui permettra d'accepter sa mort. Karen n'est toujours pas prêt à accepter. Il essaie de prendre les fils rouges aux deux, mais ils parviennent à l'esquiver. Ienakina tente de combattre le chat par le chat. Ils parviennent à fouiller dans la mémoire de Karen pour lui montrer à quel point Alice était merveilleuse. Karen voit une scène où Alice discute avec Fubuki. Alice dit que Karen essaie toujours de la sauver. Elle apprécierait que Karen s'inquiète davantage pour lui-même que pour elle. Elle ne veut pas perdre Karen. Ces mots touchent Karen et il commence à pleurer. Karen tombe à genoux et les cryo quittent le plan dimensionnel. Il pense que tout est terminé et que Karen a accepté ce qui ne peut être changé. Cependant, Karen craque de nouveau. Il attrape Yuto et commence à siphonner ses pouvoirs. Il a également réussi à copier les fils rouges de Yuto. Désormais, il possède les fils rouges de Kassan ainsi que ceux de Yuto. Il est convaincu que cette fois, il ne faillira pas dans sa quête. L'équipe se rend compte que Karen est allé trop loin et qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'employer la force. Ils activent le SAS pour prendre le contrôle du corps de Karen. Ils utilisent un bloc lourd pour essayer de le clouer au sol, mais Karen se dégage dessous la structure et apparaît devant Yuto. Il est sur le point d'attaquer Karen lorsque Fubuki arrive et l'arrête. Fubuki parvient à convaincre Karen qu'Alice est partie et qu'il doit vivre dans le présent sans elle. Cela briserait le cœur d'Alice de le voir comme ça. Fubuki prononce ces mots les larmes aux yeux. Karen finit par reprendre ses esprits et se rend compte qu'il est allé trop loin. Yuto et les autres lui disent alors qu'ils ont besoin de son aide pour refermer la porte. Karen s'effondre sur Fubuki car elle est déjà épuisée. Tout commence à trembler et Yuto subit un autre violent mal de tête. La porte commence à grandir de façon incompréhensible et les chercheurs ne peuvent plus rien y faire. Yuto s'est évanoui et il se repose dans sa chambre. Karen se réveille le lendemain matin et Fubuki lui dit que les autres n'ont pas attaqué non plus depuis hier. Karen se demande si les autres craignent la porte tout comme les humains. Karen accepte de dénouer son enchevêtrement afin que la porte puisse se refermer. Plus tard, Yuto se réveille et il est accueilli par Karen et Fubuki. Karen lui dit que son aide sera nécessaire pour l'opération. Ils ont élaboré un plan pour fermer la porte et détruire la ceinture d'extinction en une seule opération. Tout le monde y compris Dora. La puissance d'Arabaki a été amplifiée et ils auront besoin de Kasani et Yuto pour la maintenir. C'est très risqué, mais Yuto est prêt à tout pour s'assurer que l'opération réussisse. L'équipe devra les soutenir via le SAS. Lorsque le reste de l'équipe apprend que Yuto participe à l'opération, ils semblent inquiets car Yuto est très faible. Ils ont essayé de le convaincre, mais Yuto a pris sa décision et personne ne pourra la changer. Les préparatifs de l'opération commencent. Les deux nations ont rassemblé leurs forces de défense pour soutenir l'équipe. L'équipe se connecte rapidement avec Yuto, Karen et Kasani via le SAS.
Les forces de l'OSF et de Seiran sont en attente au cas où les autres apparaîtraient. Kazan et Yuto se préparent et attaquent les premiers la ceinture d'extinction. La ceinture commence à se déplacer en direction de la porte. La porte est déjà en train d'absorber la ceinture d'extinction et tout semble bien se passer jusqu'à ce que Yuto s'évanouisse. Les autres surgissent et les forces restent en position pour les intercepter. Ils ne doivent pas interférer avec l'opération. Yuito se retrouve dans un autre plan, mais il reprend rapidement connaissance. Yuito donne tout ce qu'il a et l'extinction est déplacée sous la porte. Elle absorbe la ceinture ainsi que les autres. La prochaine étape est d'aller au chronoterminal pour démêler les derniers enchevêtrements. C'est alors que Karen se retourne contre eux et éjecte le duo du système d'exploitation. Il dit qu'il ne peut pas abandonner l'espoir, mais que ce sera son dernier voyage. Il disparaît ensuite dans la porte. Il entre dans la porte et défait son enchevêtrement. Peu après, la porte disparaît et le ciel redevient bleu. C'est la soulage tous ceux qui regardent. L'équipe est heureuse d'avoir réussi. Karen mérite aussi des éloges. Fubuki souhaite que Karen puisse voir à quel point tout est beau depuis l'endroit où il se trouve. Dans la scène suivante, on voit Yuto rencontrer Kassan. Yuto est désormais en fauteuil roulant, conformément aux instructions du médecin. Le duo sera ensemble au QG de l'OSF. C'est le jour de la sortie des nouvelles recrues. Ils retrouvent le reste de leurs amis là-bas. Shada a été promu au poste de commandant. Il reste toujours ambitieux, car il prévoit de devenir un jour chef de l'OSF. Plus tard dans la journée, on retrouve Alice et Fubuki ensemble. Alice a désormais son propre peloton. Attendez une minute, comment Alice est-elle ici? Il s'avère que Karen a finalement réussi à faire ce qu'il a toujours voulu. Il a ramené Alice contre toute attente. Alice et Fubuki sont se marier. Le mariage est en préparation et l'équipe a hâte de voir le couple se guérir. Ensuite, on apprend que Yuka a été promu commandant du régiment. En revanche, Yuto quitte l'OSF. Il prévoit d'aller à l'université après son départ. Yuka a l'intention d'aider les Jedi à se sentir mieux. Il veut éradiquer la ségrégation qui existe depuis le début. Pendant que Yuka discute avec Kassan et Yuto, on découvre qu'il ne sait plus qui est Karen. Il sait seulement qu'il doit la vie à quelqu'un de proche après que Kassan et Yuto aient quitté le bureau. On apprend à travers leur conversation que tout le monde a également oublié Karen. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Les seuls à se souvenir de lui étaient les membres de l'équipe. C'est probablement parce qu'ils étaient tous liés au SS ensemble. Il s'avère que Karen a échangé son existence contre celle de Karen. Cependant, tout le monde a oublié Karen et il ne reste que Yuto et Kassan pour se souvenir de lui. Kassan et Yuto prévoient de forger un nouvel avenir ensemble. Alors que le duo quitte le bâtiment, ils croisent Pyoka et Kajiro. Kajiro parle du nouveau programme lancé par le gouvernement. Yuto doit diriger ce programme. Il s'avère que tous les immigrants lunaires qui étaient en sommeil profond se sont réveillés lorsque Babe a été désactivé. Yuto a été nommé responsable. Kajiro hésite encore à savoir s'il retournera sur la ligne ou non. Il ne sait pas comment sa famille s'en sort ou tient le coup, mais il reste réticent à l'idée de partir. Cependant, il est ouvert à l'idée d'y aller si le gouvernement lui en donne la permission. Plus tard, Kazan révèle son intention d'aller sur la Lune. Elle sait qu'elle pourrait déjà être envahie par d'autres à l'heure où il parle, mais qu'elle veut quand même y aller. Elle partira seule dans un premier temps, car Yuto est désormais très faible et ne peut plus utiliser ses pouvoirs de vite. Il a décidé de se lancer en politique. Il veut s'en servir pour bâtir un monde où le gouvernement ne ment pas et n'espionne pas les gens. Kazan prendra en charge la ligne, tandis que Yuto s'occupera de la Terre. Une immense distance pourra séparer les duos, mais ils continueront à vivre dans le monde l'un de l'autre. Alice reçoit une alerte concernant d'autres apparitions et s'en va. Elle affirme qu'elle fait toujours partie de l'OSF. Pendant ce temps, Keto est en prison pour les crimes qu'il a commis lorsqu'il était au gouvernement. Il regarde une photo d'enfance de sa famille, ce qui fait naître un sourire sur son visage. À ce stade, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de nouvelles vidéos.